On commence par la base. Au Moyen Âge, en Europe, ta santé mentale, ton humeur, ton énergie, tes pensées, ta tendance à chialer pour du porridge brûlé, tout ça, on pensait que c'était géré par une espèce de tambouille de fluides internes. Pas des métaphores, hein, des vrais jus corporels. Et ouais, il y a sûrement eu un mec, quelque part, qui a essayé de les mesurer. Ce système à l'ancienne, c'est cadeau des Grecs, Hippocrate et Galien en tête. Et ça a duré des siècles, bien plus longtemps que ça n'aurait dû. La théorie des 4 humeurs, c'était que ta santé, ta personnalité, ton humeur, tout était contrôlé par l'équilibre entre le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Chaque fluide était lié à un type de personnalité. Trop de sang? T'étais joyeux et énergique, jusqu'à devenir relou, et là, on te saignait avec des sangsues. Un excès de bile jaune te rendait colérique et impulsif. Top pour la bataille, nul pour les dîners. La bile noire, c'était associé à la mélancolie, ce qu'on appellerait la dépression aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un déséquilibre d'humeur causé par le froid, le sec, et trop de temps passé à cogiter assis. Et le flegme, c'était pour les lents, les calmes, les lits les juste fatigués, non? Donc si t'étais triste, t'avais pas besoin de psy, mais d'un seau et d'un type avec un couteau. Le remède préféré pour la détresse émotionnelle, c'était la saignée, une petite procédure marrante où quelqu'un t'ouvrait une veine et espérait que tu te sentes mieux avant de t'évanouir. Si ça marchait pas, on te prescrivait des laxatifs, parce que, évidemment, quand on a mal, c'est tes intestins le problème. Les médecins, et on utilise ce mot avec précaution, te diagnostiquaient en te posant des questions du genre « vous vous sentez humide ou sec aujourd'hui ?» Ils pouvaient aussi examiner ton urine, consulter les étoiles ou sentir ton haleine. La conclusion? Toujours les humeurs. T'étais soit trop chaud, trop froid, trop humide, trop sec, ou juste trop galère à soigner sans intervention divine. Faut se rappeler que c'était pas des croyances marginales. C'était la médecine mainstream pendant des siècles. Alors, quand tu imagines un mec du Moyen Âge en pleine crise d'angoisse, imagine pas un pote inquiet qui lui propose un thé. Imagine un mec en robe, avec un tableau des fluides et un couteau super aiguisé, qui dit on va drainer la tristesse. Au Moyen Âge, en Europe, si t'allais pas bien émotionnellement, mentalement, spirituellement, et que tu pouvais pas blâmer le péché, les démons ou le pain bizarre de tes voisins, il y avait un autre coupable évident, la lune. Ouais, cette grosse boule lumineuse dans le ciel, on pensait qu'elle avait une influence directe sur ton état mental. Le mot lunatique, il sort pas de nulle part. Il vient de luna, le mot latin pour lune. Et les gens croyaient vraiment que trop d'exposition à la lumière de la lune pouvait te griller le cerveau comme un œuf pas assez cuit. C'était pas juste une croyance populaire. C'était largement accepté par les médecins, le clergé, les philosophes et le mec qui gueulait près du puits. L'idée, c'était que la lune, étant un corps céleste avec des sentiments, pouvait foutre le bordel dans tes fluides corporels, surtout tes fluides cérébraux, qu'on supposait balloter dans ton crâne comme une soupe triste à chaque pleine lune. Les gens qui agissaient bizarrement pendant la pleine lune, on les considérait pas stressés, dépassés ou neuroatypiques. Ils étaient juste lunatiques. Certains étaient même enfermés temporairement jusqu'à ce que le cycle lunaire passe, la version Moyen Âge du attend que ça passe. La lune était aussi accusée de l'épilepsie, l'insomnie, les hallucinations, et en gros, tout ce qu'on pouvait pas soigner facilement avec de la soupe, des sangsues ou des prières. Si t'étais debout la nuit, à tourner en rond ou à pleurer, on te demandait pas ton enfance, mais ce qui se passait dans le ciel. Même les animaux y avaient droit. Les fermiers juraient que les moutons étaient plus nerveux et les chiens hurlaient différemment sous la pleine lune. Et si ton bœuf renversait une charrette ou ton cochon se barrait dans les bois, il y avait toujours quelqu'un pour marmonner la lune manigance un truc. Bien sûr, il n'y avait aucune science pour étayer tout ça. Mais pour être juste, il n'y avait pas vraiment de science. La plupart des textes médicaux faisaient référence à l'astrologie aussi naturellement qu'on fait référence à la caféine aujourd'hui, et les traitements incluaient souvent non seulement des herbes et des changements de régime, mais aussi des alignements planétaires. Parce que parfois, c'était pas de la folie, mais juste une mauvaise énergie lunaire. Si ta santé mentale prenait un virage, disons que tu te mettais à chialer dans ton pain, à gueuler sur les arbres ou à parler en rime, la première personne à consulter, c'était pas un médecin, mais le curé du coin. Pourquoi? Parce qu'au Moyen Âge, l'esprit était considéré comme un champ de bataille spirituel, et tout comportement hors norme était immédiatement interprété à travers un prisme théologique. Dépression? Peut-être que t'avais commis un péché et oublié. Anxiété? Un signe sûr que le diable se faisait un peu trop à l'aise dans ton âme. Entendre des voix?
Un classique Airbnb démoniaque. Les curés étaient en gros les professionnels de la santé mentale par défaut. Sauf qu'au lieu de thérapie, ils offraient la confession, le jeûne et un rappel sévère que t'étais fait de poussière et que tu devrais probablement te comporter comme tel. Si tu montrais des signes de ce qu'on appelle aujourd'hui une maladie mentale, le curé faisait un diagnostic moral. Est-ce que tu séchais la messe? Est-ce que tu convoitais la femme de ton voisin? Est-ce que tu riais trop? Oui, c'était suspect. Si c'était le cas, ton état pouvait ne pas nécessiter des herbes, mais le repentir. Pour les cas plus extrêmes, comme les hallucinations, le mutisme ou un comportement erratique, l'Église avait des outils plus robustes. Ça incluait des veillées de prière, des pèlerinages et, dans des cas spéciaux, des exorcismes mineurs. Tu sais, juste pour être sûr que ta tristesse n'était pas un démon déguisé. On n'est jamais trop prudent. Même les émotions ordinaires étaient suspectes. Une joie excessive pouvait être vue comme de la vanité, une tristesse profonde comme de la paresse de l'âme, aussi connue sous le nom d'acédia, qui était en gros une dépression spirituelle traitée avec des psaumes et de la culpabilité. Si t'étais mélancolique, t'avais pas besoin de soutien, mais t'étais moralement louche et probablement que t'essayais pas assez fort. L'ironie, beaucoup de gens trouvaient vraiment du réconfort dans les explications de l'Église. Dans un monde sans neurosciences, l'idée que la souffrance avait une signification cosmique était bizarrement rassurante. Ça donnait une structure au chaos, même si le traitement était un peu lourd en chant. Mais quand même, si t'avais un problème de santé mentale au Moyen Âge, ton meilleur espoir, c'était pas la compassion, mais un curé avec de bonnes manières et un seuil bas pour les accusations de démons. Alors, t'entends des voix, t'as des visions, ou tu parles juste un peu trop affectueusement à ta soupe? Aujourd'hui, t'aurais peut-être une thérapie, ou au moins une recommandation de podcast bien-être. Au Moyen Âge, t'avais un exorcisme. Ouais, le traitement préféré pour beaucoup de troubles mentaux, c'était pas des médicaments ou du repos, mais une expulsion spirituelle ferme et théâtrale. La logique était simple, si t'agissais bizarrement, c'était probablement pas du stress ou un traumatisme, mais Belzébuth qui s'était installé derrière tes globes oculaires et qu'il payait pas de loyer. Les exorcismes, il y en avait deux sortes. La version mineure, qui était en gros un cercle de prière intense avec de l'eau bénite et des marmonnements, et la version majeure, qui était plus un spectacle vivant avec un casting d'un patient très nerveux, un curé en robe et une chorale de moines inquiets qui fredonnaient en latin. Les rituels variaient, mais les éléments essentiels restaient les mêmes, des chants, la lecture de l'écriture, des signes de croix, des reliques, et parfois des trucs hurlés comme « sors, esprit immonde » directement dans ta face. Si tu sursautais, c'était considéré comme une preuve que ça marchait. Si tu sursautais pas, ils chantaient juste plus fort. Certains récits décrivent des personnes affligées attachées, aspergées de sel ou forcées de boire de l'eau bénite. D'autres étaient forcés de jeûner pendant des jours avant, ce qui, pour être honnête, pourrait pousser n'importe qui à un comportement étrange. Une personne malchanceuse aurait eu des démons enfumés hors de ses oreilles en utilisant de la sauge brûlante, de l'encens et ce qu'on suppose être une incompréhension totale de la ventilation. Et si rien de tout ça ne marchait, t'étais soit jugé hors d'atteinte, soit tragiquement mal diagnostiqué comme étant simplement naturellement mauvais. Mais tous les exorcismes n'étaient pas terrifiants. Dans beaucoup de villages, c'étaient des événements communautaires où les gens se rassemblaient sur la place du village pour assister à une bonne vieille confrontation surnaturelle. Imagine ça comme du théâtre spirituel médiéval, une partie rituel religieux, une partie divertissement, une partie lanceur de potins du quartier. Mais en vérité, la plupart des gens qui subissaient des exorcismes n'étaient pas maléfiques. Ils étaient juste dépassés, traumatisés, neuroatypiques ou assez malchanceux pour avoir une crise de panique près d'un évêque. Disons que t'étais pas assez perturbé pour un exorcisme, mais quand même profondément dérangeant au dîner. Tu pleurais sans raison, oubliais ton propre nom de temps en temps ou passais un peu trop de temps à fixer le bois de chauffage de façon philosophique. Dans ce cas, ton traitement n'impliquait pas de cordes ou de cris, juste beaucoup de prières, possiblement enfermées dans une pièce. C'était connu dans certains milieux comme l'approche douce de la santé mentale. On te disait que ton état était d'origine spirituelle et pouvait être surmonté par l'introspection, la discipline et, bien sûr, un repentir incessant. Essentiellement, les soins de santé mentale médiévaux se résumaient à « avez-vous essayé de vous sentir mal à ce sujet ?» La logique était que la souffrance purifiait l'âme. Donc si tu souffrais déjà mentalement, clairement, t'étais à moitié chemin. Des moines et des nonnes, certains vraiment compatissants, d'autres juste chroniquement surmenés, pouvaient te guider à travers des périodes de silence méditatif,
des veillées de prière, du jeûne et dormir sur des surfaces inconfortables jusqu'à ce que soit le diable parte, soit tu oublies ce que le bonheur ressent. Certains entraient volontairement dans des monastères comme une sorte de centre de retraite médiéval. C'était pas vraiment des spas, plus des chambres de mise au point spirituelle. T'avais une cellule, une Bible et 8 heures de chant quotidien. Parfois, t'avais aussi du ragoût. Est-ce que ça aidait la maladie mentale ou si ça la masquait avec l'épuisement religieux, c'est encore débattu. Et puis il y avait les reliques. Se sentir mal? Toucher le fragment d'os d'un saint. Avoir des troubles du sommeil? Dormir près d'une fiole de sang de martyr. Triste sans raison. C'est à ça que sert l'orteil de sainte Euphémia. L'idée était que la sainteté était contagieuse, comme la gentillesse ou les puces. Pour être juste, c'était ce qui ressemblait le plus à des soins compatissants dans beaucoup d'endroits. Contrairement aux exorcismes ou aux coups, la voie basée sur la prière n'impliquait pas habituellement de blessures. Juste beaucoup de chants et qu'on te dise que tes pensées étaient problématiques. Parfois, les moines aidaient vraiment les gens à travers la communauté, la quiétude et une routine structurée. D'autres fois, ils te disaient juste de jeûner et d'espérer une clarté divine au lever du soleil. Disons que ton état dépassait le simple fait d'être lunatique et de fixer occasionnellement des bougies. Peut-être que tu avais commencé à errer pieds nus dans la ville en marmonnant à propos des anges ou en débattant bruyamment de théologie avec les animaux de la ferme. À ce moment-là, la réponse médiévale n'était pas un groupe de soutien. C'était une pièce en pierre avec une fenêtre et pas de poignée de porte de ton côté, la cellule monastique, ou, comme certains historiens le disent délicatement, l'isolement protecteur. Ces cellules étaient cachées à l'intérieur des monastères ou des églises et étaient considérées comme une forme de miséricorde. L'accent est mis sur considérer. T'étais pas enchaîné ou torturé, enfin, on espère, mais t'étais fermement encouragé à ne pas partir, parfois pendant des années. L'espace était simple, des murs nus, peut-être une natte de paille, si t'avais de la chance, une petite fenêtre à travers laquelle la nourriture, surtout de la bouillie froide, arrivait 2 fois par jour. Le contact humain était rare, parce que la théorie de base était que ta folie était contagieuse, émotionnellement, spirituellement ou atmosphériquement. T'étais pas complètement oublié, quand même. Les moines pouvaient t'offrir des prières pour ton âme. De temps en temps, un frère bienveillant pouvait apporter des herbes ou lire des psaumes devant ta porte, d'un ton qui suggérait que t'étais pas la pire chose qu'ils avaient vue cette semaine. Parfois, la pièce verrouillée ne faisait pas partie d'un monastère, mais d'une véritable institution publique, les premières versions des asiles. C'était pas courant avant beaucoup plus tard, mais quelques-uns existaient dans les villes islamiques médiévales et, au XIIIe siècle, dans des endroits comme Londres et Paris. Le but, l'abri, pas le traitement, et certainement pas le rétablissement. Mais à leur crédit, la mentalité médiévale n'était pas toujours cruelle. Beaucoup croyaient que les personnes atteintes de troubles mentaux étaient plus proches du divin, touchées par Dieu ou peut-être marchant sur cette fine ligne entre la prophétie et un comportement particulier. Mais en pratique, enfermer quelqu'un pour son propre bien était juste plus facile que de trouver quoi faire d'eux. Les familles suppliaient souvent les monastères de prendre en charge les proches affligés, promettant des dons en retour. L'alternative, c'était d'essayer d'expliquer aux voisins pourquoi l'oncle Thaddeus hurlait du latin dans le champ de choux. Si t'étais une femme en Europe médiévale et que tu te sentais dépassée, irritable ou larmoyante, peut-être après ton 11e enfant ou ton 3e mari avec une haleine de peste, félicitations. T'étais probablement diagnostiqué comme hystérique. Diagnostiqué, c'est un euphémisme. L'hystérie, c'était pas tant un diagnostic qu'une explication fourre-tout pour eux. Cette femme se comporte d'une manière qui met les hommes mal à l'aise. Trop pleurer? Hystérie. Pas assez pleurer? Suspect, peut-être une sorcière. Exprimer des opinions, de l'ambition ou de la fatigue? Définitivement un problème d'utérus. Le terme lui-même vient du grec lystera, qui signifie utérus. La théorie, accroche-toi bien, c'était que l'utérus d'une femme pouvait devenir délogé et se balader librement dans le corps, causant des problèmes partout où il allait. Oui, c'est ça. Un utérus flottant et rebelle était blâmé pour tout, de l'anxiété au soupir chronique. Quelque part dans ton abdomen, ton utérus faisait juste du freestyle et ruinait ta journée. Les symptômes de l'hystérie incluaient l'essoufflement, la nervosité, les évanouissements, les crises émotionnelles et, pour citer une source médiévale réelle, trop de pensées. Vraiment, une condition dévastatrice. Les traitements variaient. Un prêtre pouvait recommander le jeûne et la prière. Un médecin pouvait appliquer des herbes. Et dans certains cas, une stimulation manuelle plutôt gênante était prescrite pour calmer l'utérus,
effectués par des sages-femmes ou, dans les siècles suivants, par de premiers gynécologues avec un manque de supervision inquiétant. Le mariage était aussi considéré comme un remède. Si une femme était célibataire, elle avait besoin d'un mari pour stabiliser son utérus. Si elle était mariée, alors, évidemment, elle avait juste besoin d'être enceinte à nouveau. Dans tous les cas, sa santé mentale était traitée avec plus de corvée et moins de repos. Et si elle continuait à agir étrangement, à avoir des visions, à résister aux tâches ménagères ou à avoir trop de pensées en latin, les choses pouvaient s'aggraver. Certaines femmes étaient accusées de sorcellerie, parce que rien ne crie plus aux maladies mentales que de faire pousser des herbes et de poser des questions. Mais tout n'était pas sombre. Dans certains cas, les femmes trouvaient du soutien dans les couvents, où les exigences de la vie quotidienne étaient plus légères et la détresse émotionnelle était vue comme faisant partie de la lutte spirituelle. Certaines nonnes ont même écrit sur leur angoisse d'une manière qui sonne étrangement moderne, moins les métaphores de démons. Mais quand même, si t'étais une femme au moyen âge avec des sentiments, ta meilleure stratégie de santé mentale était simple, la fermer, la faire courte et ne jamais, au grand jamais, parler à ton chat en public. À une époque où les moines prescrivaient le jeûne, les prêtres blâmaient les démons et les médecins juraient par la saignée pour faire sortir ton âme par ta cheville, les vrais MVP de la santé mentale médiévale étaient les herboristes, souvent des femmes âgées avec des jardins, des chats et une intuition étrangement bonne. Ces femmes sages, parfois appelées Kuning folk, étaient les thérapeutes non officiels et sans licence de leur époque. Elles demandaient pas comment se sentaient tes humeurs. Elles demandaient quand ça avait commencé, comment tu dormais et si ta belle-mère t'embêtait encore. Leur méthode était simple, du thé, des teintures et de la discussion, même si la partie discussion était souvent déguisée en conseils sur les herbes. Tu t'asseyais dans une chaumière enfumée entourée de plantes séchant, et avant longtemps, tu sirotais un truc fait de valériane et de lavande en te plaignant du cochon de ton voisin. C'était comme de la thérapie, mais ça guérissait aussi les verrues. Les herboristes traitaient la tristesse avec des infusions apaisantes. L'anxiété était calmée avec de la camomille et de la mélisse. Si t'étais vraiment bouleversé, tu pouvais avoir de l'armoise, du millepertuis ou, dans des cas désespérés, une forte dose d'extrait de pavot. Ils appelaient ça un somnifère. Tu appellerais ça un voyage dans le temps accidentel. La plupart de ces femmes n'étaient pas formellement éduquées, mais leur remède était enraciné dans la connaissance générationnelle, l'observation et ce que la médecine moderne aime appeler écouter réellement le patient, ce qui, malheureusement, les rendait aussi suspectes aux yeux de tout le monde. L'Église les considérait comme des menaces. Après tout, ils opéraient en dehors du système religieux, citaient pas les Écritures et insistaient pas pour que chaque problème vienne du péché. Certaines villes les appréciaient discrètement. D'autres les accusaient de sorcellerie si elles devenaient trop populaires, trop efficaces ou trop sûres d'elles en public. Mais elles étaient souvent la seule source de réconfort pour les gens qui souffraient de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression, un traumatisme ou un simple burn-out. Si t'avais de la chance, l'herboriste de ton village savait comment mélanger des herbes calmantes, allumer une bougie protectrice et te dire que non, t'étais pas maudit, mais juste fatigué et sous-estimé. Est-ce que leur traitement était parfait? Bien sûr que non. Parfois, elles te frottaient des oignons sur les pieds. Mais comparé au fait d'être enfermé dans une pièce en pierre ou de se faire gueuler dessus par un moine tenant un crâne de chèvre, l'approche de l'herboriste était du luxe holistique. Jusqu'à présent, on a parlé de prière, d'isolement et d'une herboriste charmante avec un permis d'herboriste délivré par personne. Mais la santé mentale médiévale avait une autre couche de solutions. Les plus imaginatives. Celles qui te faisaient te demander si le médecin improvisait pas juste en se basant sur ses rêves et le contenu de son garde-manger. Commençons par le traitement de la chouette morte. Ouais, si t'étais tourmenté par la tristesse ou des pensées excessives, un remède populaire était d'attacher une chouette morte à ta tête. On pensait que la chouette, symbole de sagesse, absorberait la confusion ou la mélancolie à travers ton cuir chevelu. En pratique, elle absorbait surtout les mouches. Tu te sentais particulièrement anxieux. Essaie de la poudre d'émeraude. Ouais, de la poussière de bijoux. Les médecins recommandaient de broyer de vraies pierres précieuses et de frotter les restes brillants sur ta poitrine ou d'en consommer de minuscules quantités. Non seulement ça marchait pas, mais c'était un super moyen de ruiner à la fois ton système digestif et ta collection de bijoux. Puis il y avait les remèdes impliquant l'astrologie, qui étaient moins médicaux et plus un vibe check des étoiles. Le trouble mental d'un patient pouvait être blâmé sur Mars qui était de mauvaise humeur. Traitement, attendre que Jupiter ait l'air plus amical. Un manuel médical médiéval suggérait d'envelopper le patient dans une peau de loup pendant un orage pour effrayer la folie. Un autre recommandait de murmurer dans l'oreille gauche d'un chien noir,
puis de le laisser s'enfuir avec ta tristesse, comme un coursier de thérapie très triste et très poilu. Tu pouvais aussi trouver des remèdes impliquant des herbes fumées fourrées dans des pigeons, qui étaient ensuite agités près de ta tête. Personne sait vraiment ce que c'était censé faire, mais c'était très aromatique et assez énervant pour le pigeon. Et si rien de tout ça marchait, il y avait toujours le pèlerinage, la solution médiévale universelle à tout. Emballe tes sandales, prends un bâton et marche des centaines de kilomètres jusqu'à un lieu saint. Avec un peu de chance, tu trouverais soit la paix spirituelle, soit au moins assez d'ampoules pour te distraire de ton état émotionnel. Ces remèdes bizarres nous rappellent que la médecine médiévale n'était pas entièrement malveillante, juste terriblement mal informée, souvent expérimentale et parfois à base d'oiseaux. Et, au moins, ça donnait de l'espoir aux gens, ce qui, à l'époque, était à peu près aussi proche du Prozac qu'on pouvait l'être. Chaque ville médiévale, grande ou petite, semblait avoir ce type. Tu sais, celui habillé bizarrement, marmonnant tout seul, bénissant parfois les poulets, maudissant parfois les flaques d'eau, le fou du village. Et bizarrement, la société ne l'enfermait pas toujours ou ne demandait pas d'eau bénite. Il le laissait juste être. À une époque où la santé mentale était au mieux mal comprise et au pire craint, c'était étrangement progressiste. Les gens avec une maladie mentale visible n'étaient pas toujours bannis. Ils étaient souvent intégrés à la vie quotidienne, tolérés comme un temps imprévisible ou cette chèvre qui pense qu'elle possède la rue. Le fou ou la folle, bien que les femmes aient malheureusement plus de chances d'être accusées de sorcellerie, occupaient une place particulière dans l'ordre social médiéval. Pas tout à fait une menace, pas tout à fait une blague, et parfois même vénérés. Dans certaines villes, ces individus étaient même considérés comme touchés par Dieu ou recevaient un respect à contre-cœur pour leur imprévisibilité. S'ils débitaient des phrases critiques en fixant le soleil, les gens supposaient que c'était une prophétie divine ou juste un mercredi. On leur donnait généralement un surnom, Vieux Will le vagabond, Meg la folle, Tom le fou. Tu remarqueras que ça ressemble étrangement à des noms de pubs, ce qui en dit long sur la quantité d'alcool que les gens buvaient en réfléchissant à la folie. Ces individus vivaient souvent en marge, dormant dans des moulins abandonnés, des porches d'église ou des tonneaux littéraux, à la manière de Diogène. Les habitants leur donnaient parfois de la nourriture ou des chaussures, ou leur laissaient juste un grand espace. On disait aux enfants de ne pas fixer du regard, ce qui, bien sûr, voulait dire qu'ils fixaient constamment du regard. Parfois, leur comportement étrange menait à de petits actes de charité. Un boulanger pouvait laisser des croûtons. Un forgeron pouvait réparer une canne tordue. Les communautés médiévales, malgré toutes leurs superstitions, pouvaient être étonnamment compatissantes, surtout quand la culpabilité et la peur de la damnation éternelle étaient de bons motivateurs. Mais si le comportement du fou devenait trop bruyant, trop violent ou trop dérangeant, la patience s'épuisait. Alors venaient les prêtres, l'isolement ou pire. La tolérance avait des limites, surtout si la personne affligée cessait d'être amusante et commençait à être gênante. Aujourd'hui, on comprend que la dépression est une condition complexe impliquant la chimie du cerveau, les circonstances de la vie et parfois juste de terribles lundis. Mais au Moyen Âge, si tu te sentais constamment déprimé, fatigué ou comme si la vie était un glissement de terrain au ralenti, félicitations. T'étais coupable d'acédia. L'acédia n'était pas considérée comme un problème de santé mentale. Elle était classée comme un échec spirituel. Un des péchés capitaux originaux, avant que la paresse ne lui vole finalement la vedette et n'obtienne la première place. L'acédia, c'était la tristesse face au bien divin, ou, en termes plus pratiques, l'apathie spirituelle, le manque de joie et la version médiévale générale du fait de rester au lit à fixer le plafond. Les moines étaient particulièrement enclins à cette condition, qu'ils appelaient poétiquement le démon de midi. Imagine ça, un moine censé copier des psaumes, fixant un mur, se demandant à quoi ça sert. Aujourd'hui, on appelle ça un burnou. Au XIIe siècle, c'était une crise morale nécessitant une réprimande urgente et peut-être plus de chapelets. On n'offrait pas de réconfort aux personnes souffrant d'acédia. On leur disait de prier plus fort, de travailler plus et d'arrêter d'être égoïste. La dépression n'était pas une condition. C'était de la paresse avec du brandigne. Si ton âme ne ressentait pas de joie, c'était de ta faute. Peut-être que tu t'étais pas assez repenti. Peut-être que t'étais secrètement fier. Peut-être, et c'était l'option nucléaire, que tu laissais Satan gagner. Et si t'osais exprimer ta tristesse à voix haute, t'étais pas juste jugé. T'étais vu comme contagieux. La tristesse pouvait se répandre. C'était comme de la moisissure émotionnelle, et les monastères voulaient pas qu'elle s'infiltre dans les murs. Les laïcs n'étaient pas immunisés non plus. Si tu trouvais pas de joie dans ton labeur,
c'était pas parce que t'étais épuisé ou en deuil. C'était un signe que tu devais aller te confesser et peut-être construire un hangar par culpabilité. Ironiquement, certains écrits de moines qui ont combattu la sédia sonnent remarquablement modernes. Des descriptions de l'engourdissement, de la fatigue, de l'agitation, même des pensées suicidaires. Mais au lieu de thérapie, ils prescrivaient le jeûne et le catalogage mental de tes péchés par ordre alphabétique. À une époque où la plupart des gens possédaient 2 chemises, et que l'une d'elles était infestée de puces, on pourrait penser que le rire serait encouragé. Un peu de joie, peut-être un petit rire pour traverser le cauchemar rempli de boue, de sangsues et de peste qu'était la vie quotidienne. Détrompe-toi. En Europe médiévale, le rire n'était pas toujours un signe de bonheur. Il était souvent considéré comme un drapeau rouge moral. Bien sûr, les paysans riaient, les bouffons riaient. Parfois, même les moines esquissaient un sourire si une oie faisait quelque chose de particulièrement scandaleux. Mais la position officielle des théologiens, des chroniqueurs et des personnes très sérieuses était que le rire pouvait être dangereux, une porte d'entrée vers le chaos, le péché et peut-être la danse. L'Église, toujours vigilante face à la faiblesse humaine, mettait en garde contre l'allégresse excessive. Thomas d'Aquin, dont le sens de l'humour était, paraît-il, classé sous à développer, croyait que le rire devait être modéré et servir un but supérieur. Un rire incontrôlé, un signe de désordre spirituel, peut-être même d'influence démoniaque. Après tout, qui rit sans raison? Réponse, les gens avec un sens de l'humour qui fonctionne. Les femmes, bien sûr, étaient doublement jugées. Une femme qui riait tramait clairement quelque chose. De la sorcellerie, probablement, alors qu'une femme solennelle et silencieuse était convenablement pieuse, ou juste très déshydratée. Et n'oublions pas le rire des fous. Si quelqu'un riait à des moments inappropriés, disons, pendant un enterrement ou en trayant une chèvre, c'était pas vu comme excentrique. C'était vu comme une preuve de maladie mentale, de possession, ou des deux. Le rire involontaire était en gros un drapeau rouge avec un tambourin. Dans certains ordres religieux, il était explicitement interdit aux novices de rire pendant les repas, la prière ou en gros toute activité qui pourrait susciter un lien humain. La joie était bien en théorie, mais elle devait être la joie entièrement intérieure, pas le genre de rire gras et bruyant qu'on a après que quelqu'un ait glissé sur un navet. Mais quand même, les gens riaient. L'humour survivait dans les fêtes de village, dans la poésie satirique et dans ce type dans chaque ville qui faisait des bruits drôles avec ses aisselles. Mais c'était toujours un peu risqué. La joie était tolérée, mais pas de confiance. Aujourd'hui, parler à ton chat est bizarre. Au Moyen Âge, c'était potentiellement hérétique, légèrement alarmant et, selon le ton de ta voix, un motif pour remettre en question ta santé mentale ou programmer un exorcisme léger. Tu vois, la société médiévale avait des idées très claires sur qui tu pouvais et ne pouvais pas avoir des conversations. Les gens, ça allait. Les prêtres, encore mieux. Mais si tu commençais à discuter avec des animaux, des anges invisibles ou n'importe quoi qui répondait pas à voix haute, les sourcils se levaient, généralement suivis de torchets. Commençons par les animaux. Les chats marchaient déjà sur une fine ligne. D'un côté, ils contrôlaient les parasites. De l'autre, ils étaient élégants, mystérieux et n'allaient jamais à l'église. Si tu te confiais trop à ton matou, les gens pourraient supposer qu'il était ton familier, envoyé par le diable pour murmurer des sagesses interdites sur les remèdes à base de plantes et où ton voisin cachait son fromage. Les oiseaux étaient aussi suspects. Les bestiaires médiévaux étaient pleins de faits bizarres à moitié vrais. Si quelqu'un disait qu'un corbeau lui avait dit l'avenir, c'était pas poétique. C'était une trahison contre la santé mentale. Même les chiens, les fidèles compagnons de l'humanité, étaient acceptables jusqu'à ce qu'ils commencent à apparaître dans tes rêves en portant des robes et en citant les Écritures. Puis il y avait les anges, qui, selon d'innombrables textes religieux, étaient partout, regardant, protégeant et livrant occasionnellement des messages inquiétants pendant les orages. Si tu prétendais les voir ou les entendre souvent, tu pouvais être considéré comme saint, ou, si ton timing était mauvais, fou ou possédé. La différence dépendait souvent de si t'étais dans un monastère ou en train de gueuler sur les nuages sur la place du village. Et bien sûr, les amis imaginaires. Les enfants étaient pardonnés, surtout. Mais les adultes, si vous prétendiez parler à des êtres invisibles qui vous donnaient des instructions, les options étaient limitées, prophètes, lunatiques ou futures décorations de feux de joie. Il n'y avait pas beaucoup de juste milieu. Il est intéressant de noter que certains mystiques, comme Hildegarde de Bingen, ont revendiqué des visions vives et des conversations avec des figures divines. Et parce qu'elles étaient cloîtrées, éduquées et légèrement intimidantes, elles étaient tolérées.
Mais si t'étais un paysan nommé Bertram qui parlait aux écureuils de théologie, tu n'écrivais probablement pas des manuscrits enluminés de sitôt. Dans le monde médiéval, la maladie mentale oscillait entre deux extrêmes. Soit t'étais une curiosité ambulante, soit un secret de famille honteux, et souvent les deux, selon si le marché du village était ouvert. Commençons par le spectacle public. Si quelqu'un avec une maladie mentale visible errait dans la ville en marmonnant, en dansant sous la pluie ou en se disputant avec passion avec un seau, il pouvait attirer l'attention, pas le mépris. En fait, il pouvait devenir un élément de la vie du village, comme le clocher ou cette chèvre qui s'échappait toujours. Les gens regardaient, chuchotaient, peut-être même riaient. Pas par cruauté. Enfin, pas toujours, mais à cause d'un mélange étrange d'amusement et de peur, parce qu'au fond, tout le monde s'inquiétait. Ça pourrait être moi la semaine prochaine si je me prends un coup sur la tête ou si je mange de l'anguille avariée. Dans certains endroits, ces individus étaient connus comme des fous naturels, un terme qui sonne insultant, mais qui était étrangement affectueux selon les normes médiévales. Ils étaient vus comme innocents, presque enfantins, et parfois on croyait qu'ils avaient été touchés par Dieu, le destin ou juste une phase lunaire très malheureuse. Tu pouvais te retrouver avec de la nourriture, un abri et un surnom. C'était pas idéal, mais dans un monde sans thérapie, c'était mieux que d'être enfermé dans une tour. Mais pour les familles, c'était moins charmant. Si ton parent luttait discrètement, peut-être déprimé, replié sur lui-même ou tourmenté par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'anxiété, c'était souvent traité comme une affaire privée, ce qui, en termes médiévaux, signifiait n'en parler jamais. La honte était une monnaie sociale puissante, et un esprit troublé dans le ménage pouvait mal refléter toute la lignée. Certaines familles cachaient les membres affligés. D'autres les envoyaient dans des monastères ou sur des itinéraires de pèlerinage, en espérant que la géographie divine fonctionnerait là où le thé aux herbes avait échoué. Dans certains cas plus tristes, les gens étaient entièrement reniés, surtout s'ils étaient vus comme perturbateurs ou, pire que tout, embarrassants au mariage. La prise en charge publique de la santé mentale existait à peine. La honte comblait le vide où les systèmes de soutien auraient dû être. Pas de clinique, pas de sensibilisation communautaire, juste un mélange de prières chuchotées et de prétendre que tout allait bien. Vers la fin du Moyen Âge, aux alentours de la fin du XVe siècle, à peu près, les choses ont commencé à changer. Pas rapidement, pas gracieusement. Mais si tu plissais suffisamment les yeux, tu pouvais apercevoir les premiers signes de l'humanité se dirigeant lentement vers la compassion, un érudit confus à la fois. D'une part, la philosophie et la science ont commencé à se faufiler dans la conversation. Grâce à des textes médicaux arabes conservés et traduits dans des endroits comme l'Espagne et la Sicile, l'Europe occidentale a été réintroduite aux penseurs grecs antiques qui, sans être exactement des psychologues modernes, avaient au moins considéré que l'esprit humain n'était pas juste un spectacle de marionnettes démoniaques. Les érudits ont commencé à flirter avec l'idée que la folie pouvait provenir de déséquilibres dans le corps, pas seulement de péché ou de sorcellerie. Les médecins ont commencé à écrire des traités discutant de la mélancolie et de la manie avec un peu moins de citations bibliques et un peu plus d'anatomie. Ne vous emballez pas. Les traitements impliquaient toujours des choses comme appliquer une sangsue sur la tempe, mais au moins les gens lisaient. En même temps, l'idée de soins de charité a commencé à évoluer. Dans des villes comme Valence et Le Caire, les premiers hôpitaux ont commencé à séparer les patients atteints de troubles mentaux des services généraux. Certains offraient même des jardins, de la musique et, ok, de la conversation. C'était encore loin d'être digne, mais c'était mieux que de se faire gueuler dessus par un prêtre en étant attaché à un poteau de chèvre. L'imprimerie a pas fait de mal non plus. Avec plus d'accès aux livres, les idées sur l'esprit ont commencé à se répandre plus vite que la syphilis lors d'une foire de l'Amitié. Ça a aidé à planter les graines de la Renaissance, quand la maladie mentale a commencé sa longue ascension de t'es maudit à tu pourrais avoir besoin de soutien. Bien sûr, tout n'a pas changé. Les gens craignaient toujours ce qu'ils ne comprenaient pas, et la frontière entre la folie et le mysticisme restait aussi mince qu'un drap de lit de moine. Mais les bases étaient jetées. Lentement, les fous n'étaient plus vus uniquement comme des réceptacles du péché ou de la colère divine. Ils commençaient, dans une tournure radicale, à être vus comme humains, faillibles, souffrants et dignes de soins. Pas de câlin, quand même. Ça viendrait des siècles plus tard. De l'extérieur, la vie noble avait l'air divine. Des couloirs parfumés, des vêtements couverts de diamants, des serviteurs attendant le moindre caprice. Que ce soit à Versailles ou dans les murs impériaux de Kyoto, la noblesse projetait une illusion de perfection, une élégance figée dans le temps comme un portrait. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était la réalité suffocante sous les visages poudrés et l'étiquette rigide. Pour beaucoup de nobles,
cette vie de luxe ressemblait moins au paradis qu'à une prison tapissée de velours. Chaque aspect de la journée d'un noble, de l'heure de se lever à la façon de plier une serviette, était dicté par des règles non écrites ou des codes cérémoniels. En France, on attendait des nobles qu'ils accomplissent le rituel du lever chaque matin, où les courtisans faisaient littéralement la queue pour regarder le roi sortir de son lit. La participation n'était pas optionnelle. Si on ne te voyait pas dans les bonnes pièces aux bonnes heures, les rumeurs se répandaient. Ton influence diminuait. Tes ennemis souriaient. Et à Versailles, perdre du capital social était souvent plus mortel que de perdre de l'argent. À l'autre bout du monde, au Japon, les nobles de la cour de Kyoto étaient confrontés à un scénario différent mais tout aussi étouffant. L'élite ligaine devait maîtriser la poésie, la calligraphie, la musique et l'art subtil de l'expression distante. Chaque mot, chaque révérence, chaque mouvement de manche était un théâtre politique, et un échec entraînait le suicide social. Même les loisirs étaient une performance. Un bal n'était pas juste une fête. C'était un test d'alliance. Une promenade dans le jardin pouvait être un champ de bataille silencieux de regards et d'insultes voilées. Tu ne vivais pas simplement ta vie. Tu jouais un rôle dans une pièce éternelle où le public était tout le monde et l'enjeu était ton héritage. Et pourtant, peu de nobles s'échappaient, car les privilèges même qui les faisaient admirer les maintenaient également enchaînés. Les lois sur l'héritage, les mariages arrangés, les obligations financières et la surveillance constante des rivaux signifiaient qu'ils avaient rarement le contrôle de leur propre destin. Derrière les portes closes de leur maison de maître, de nombreux nobles connaissaient un déclin mental, une rébellion silencieuse ou un désespoir spirituel. Mais en public, ils souriaient. Toujours. C'était le grand paradoxe de la vie noble. Plus tu avais de prestige, moins tu avais de liberté. Ils étaient nés au sommet, mais mouraient souvent sans jamais vivre pour eux-mêmes. Quand tu imagines un noble se promenant à Versailles en bas de soie ou une dame descendant un escalier en perles, la dernière chose que tu imagines, c'est des collecteurs de dettes. Mais derrière tout le glamour, un nombre surprenant de nobles se noyaient financièrement. Il s'avère que maintenir l'illusion de la richesse coûtait plus cher que la richesse réelle elle-même. À Versailles, les apparences étaient tout. Un noble pouvait dépenser plus pour un nouveau gilet ou une robe de bal que pour l'entretien d'un domaine entier. Pourquoi? Parce que la mode était une monnaie. Si tu ne suivais pas le rythme, tu disparaissais politiquement, socialement et finalement financièrement. Les courtisans pariaient d'énormes sommes, non seulement aux cartes, mais aussi sur les chevaux, la spéculation foncière et les alliances à enjeux élevés. De nombreux nobles hypothéquaient les domaines ancestraux pour financer une saison de pertinence sociale de plus. Et le roi n'aidait pas. Louis XIV en particulier gardait les nobles près de lui, non seulement physiquement, mais aussi économiquement. Il encourageait les dépenses extravagantes à la cour pour les maintenir dépendants, distraits et loyaux. Un noble ruiné était un noble contrôlable. En Angleterre, l'aristocratie n'était guère mieux lotie. Pendant l'ère géorgienne, les lords et les ladies vivaient souvent dans d'opulentes maisons de ville à Londres, financées entièrement à crédit. On attendait des tailleurs, des marchands de vin et des modistes qu'ils attendent des mois, parfois des années, pour être payés. Des familles entières étaient en équilibre au bord de l'effondrement, espérant que leur fille épouserait un homme plus riche ou qu'un cousin éloigné mourrait et leur laisserait un titre et un domaine en état de marche. Pendant ce temps, en Russie, les nobles se voyaient accorder de vastes terres peuplées de serfs. Et pourtant, beaucoup manquaient encore de liquidité. La richesse était illiquide. Les modes de vie somptueux à Moscou nécessitaient des emprunts constants. Les prêteurs sur gage manipulaient discrètement les tiares et les sabres. Les bijoux de famille étaient vendus à la bougie derrière des portes verrouillées. La classe noble japonaise ne s'en sortait pas mieux pendant les périodes de paix. Alors que la classe des samouraïs passait de guerriers à bureaucrates pendant l'ère Tokugawa, de nombreux nobles se retrouvaient cérémoniels mais sans importance. Les allocations diminuaient, les coûts restaient les mêmes. Certains acceptaient des emplois secondaires, oui, de vrais emplois, dans des écoles de poésie ou la gestion de domaines pour maintenir les apparences. Mais admettre des difficultés financières était un déshonneur. Alors les dettes s'accumulaient en secret. La leçon, la noblesse n'était pas une question de stabilité financière. Il s'agissait de la performance de la richesse. Et souvent, cette performance avait un coût qui brisait l'âme. Le scandale était la deuxième langue officieuse de la noblesse, affaires, bijoux, enfants secrets, trahisons chuchotées. Plus l'image publique était soignée, plus les vérités privées étaient sales. Les nobles avaient le pouvoir, le prestige et le privilège. Mais ce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas, c'était de la retenue.
À Versailles, les courtisans vivaient si proches les uns des autres que la vie privée était presque inexistante. Et pourtant, les liaisons illicites prospéraient. La reine Marie-Antoinette était sans cesse accusée d'intrigues amoureuses, que ce soit avec des nobles suédois ou son cercle intime de dames. Beaucoup de ces rumeurs étaient fausses, mais elles collaient parce que tout le monde connaissait quelqu'un qui faisait exactement cela. La cour fonctionnait pratiquement au commérage, et le scandale n'était pas seulement toléré, c'était une monnaie. Ton nom dans la chambre de quelqu'un d'autre pouvait soit élever ton influence, soit ruiner ta lignée. Pendant ce temps, en Angleterre, les réputations aristocratiques étaient démolies dans les salons et les maisons de jeu. On disait par exemple que Lord Byron avait eu des enfants avec sa demi-sœur. Ça ne l'a pas empêché d'être une célébrité, mais ça a jeté une longue ombre sur son statut noble. On attendait des nobles qu'ils aient des maîtresses, mais pas trop et surtout pas les mauvaises, des affaires avec des actrices, des roturières ou des espions étrangers pouvaient mener à l'exil, à l'emprisonnement ou, dans de rares cas, à une mort prématurée. Dans la Russie impériale, la cour de Catherine la Grande était connue pour son ouverture. L'impératrice elle-même a eu des amants tout au long de son règne, souvent triés sur le volet et élevés à des postes de pouvoir. Mais il n'y avait pas que Catherine. Ses courtisans étaient constamment engagés dans des intrigues, mélangeant souvent les manœuvres politiques avec des jeux de chambre à coucher. Les affaires étaient moins une question d'amour que de levier. Même à la cour raffinée des Han au Japon, où la retenue et la poésie régnaient, le scandale se frayait un chemin à travers les haïkus et les lettres d'amour. Une femme noble pouvait recevoir un visiteur à minuit dont elle ne révélerait jamais l'identité. Mais son prochain poème, partagé parmi l'élite, pouvait offrir juste assez de métaphores pour enflammer un incendie de spéculation. Les scandales les plus dangereux, cependant, étaient ceux qui ne figuraient jamais dans les lettres ou les murmures de la cour. Ceux qui impliquaient la trahison, l'espionnage et la trahison du sang. Ils étaient chuchotés dans les couloirs, documentés dans des correspondances codées et enterrés dans les archives familiales. Parce que dans la vie noble, le scandale n'était pas l'exception. C'était le papier peint. Beau, complexe et cachant toujours des fissures en dessous. Malgré tout leur pouvoir et leur luxe terrestre, les nobles étaient souvent tourmentés par une force bien moins visible, le poids écrasant de l'incertitude spirituelle. Ils avaient tout, et pourtant se débattaient avec une angoisse existentielle. Naître dans le privilège n'accordait pas de clarté sur l'au-delà, la moralité ou le but divin. En fait, ça empirait souvent les choses. Dans la France catholique, la culpabilité s'accrochait au couloir des palais comme de la fumée. Les mêmes nobles qui assistaient à la messe quotidiennement pouvaient aussi se livrer à la débauche tous les soirs. La confession était routinière, mais plus pour la performance sociale que pour une vraie pénitence. Pourtant, de nombreux nobles, surtout en vieillissant, étaient hantés par leurs péchés. Certains se tournaient vers des mystiques et des visionnaires, désespérés de trouver des réponses. Même Louis XIV, le roi Soleil lui-même, est devenu plus dévot dans ces dernières années, rongé par la peur de ses indulgences terrestres et des guerres qu'il avait menées. Partout en Europe, les nobles finançaient des églises et des monastères, pas seulement par piété, mais par assurance. Dans leur esprit, une nouvelle chapelle pouvait leur acheter une conscience plus propre. Un millier de bougies allumées en leur nom pouvaient compenser une vie d'intrigue et d'excès. Certains se retiraient complètement dans la vie monastique dans leur vieillesse, échangeant les robes de velours contre des cilices. Dans la Russie orthodoxe, les choses étaient plus intenses. On attendait des nobles qu'ils maintiennent l'ordre politique et spirituel. Pourtant, beaucoup se débattaient avec le doute, surtout pendant les règnes turbulents des tsars qui se déclaraient choisis par Dieu tout en ordonnant des purges. Certains nobles cherchaient des réponses dans des cercles de prière secrets ou se tournaient vers les fous pour le Christ, des vagabonds saints qui renonçaient à la richesse et au confort pour dire des vérités inconfortables. Ces mystiques étranges servaient parfois de seul exutoire pour les aristocrates confrontés à une crise spirituelle. Pendant ce temps, dans le Japon féodal, la noblesse hybride des samouraïs se retrouvait souvent tiraillée entre la confusion éthique, les rituels shintoïstes et le détachement bouddhiste. Certains nobles se tournaient vers le zen, espérant que la méditation ferait taire leurs tourments intérieurs. D'autres composaient de la poésie, pas seulement pour l'art, mais comme une catharsis spirituelle. Pourtant, la tension entre le devoir, l'honneur et le caractère éphémère de la vie les rongeait. Quand un noble commettait le seppuku, il ne s'agissait pas toujours de honte. Parfois, il s'agissait de libération spirituelle. Malgré leur soi et leur titre, les nobles étaient souvent profondément perdus. Entourés de rituels et de grandeur, beaucoup contemplaient encore le vide, se demandant si tout cela importait vraiment. Derrière les masques de statues, leurs âmes chuchotaient, et parfois hurlaient, pour la paix.
À l'époque précédant les smartphones et le courrier électronique, la chose la plus dangereuse qu'un noble pouvait envoyer n'était pas un assassin. C'était une lettre. L'encre sur le parchemin pouvait défaire une dynastie, exposer une affaire ou déclencher une révolution. Et les nobles, malgré leur élégance extérieure, étaient des correspondants compulsifs. Ils écrivaient tout. Des secrets, des désirs, des schémas, des prières, de l'amour, des mensonges. Ce n'étaient pas des échanges de correspondants oisifs. C'étaient des outils calculés de diplomatie et de survie. À Versailles, chaque noble avait une trace écrite. Des lettres d'amour aux maîtresses, des supplications aux créanciers, des flatteries soigneusement formulées au roi. Et tout n'était pas honnête. Les courriers transportaient des billets scellés lacés d'encre invisible ou écrits en code. Une mauvaise phrase entre de mauvaises mains pouvait mener à l'exil ou à l'échafaud. Certains nobles avaient même des codes personnels, des alphabets inventés uniquement pour des conversations clandestines. Le duc d'Aulay par exemple était connu pour correspondre avec des radicaux présumés pendant la période précédant la Révolution française, et ses lettres étaient méticuleusement codées. Mais les codes n'étaient jamais infaillibles. Dans un cas légendaire, le journal crypté d'un noble a été décodé longtemps après sa mort, révélant une vie cachée de trahison et de perfidie. Dans les cours des Habsbourg, les négociations de mariage se déroulaient souvent à travers un langage voilé. Une lettre pouvait commencer par une discussion sur le temps et la fauconnerie, mais cacher des intentions plus profondes entre les lignes. Les parents organisaient des mariages à travers des mensonges polis. Les amants suppliaient de s'enfuir sous le prétexte de visiter des domaines à la campagne. Dans l'ère Anno-Japon, la poésie servait de code. Un seul waka de 31 syllabes pouvait transmettre un amour interdit, un rejet ou un rendez-vous secret. Les femmes nobles étaient particulièrement habiles à créer des vers à double sens, répondant souvent de la même manière en quelques heures. Ces échanges étaient livrés par des messagers discrets, parfois des serviteurs, parfois des enfants, toujours voués au silence. Pendant la Renaissance, certaines femmes nobles dirigeaient des réseaux d'espionnage entiers à travers leurs salons, écrivant à des alliés dans des cours étrangères. En Russie, des lettres sorties clandestinement du cercle intime du tsar ont contribué à alimenter des soulèvements. Les nobles piégés dans des cages dorées se tournaient vers la correspondance comme seule forme de rébellion. Le papier est devenu une arme, un bouclier et un confessionnal tout en un. Bien sûr, les lettres les plus risquées étaient celles qui n'arrivaient jamais. Interceptées, brûlées, enterrées. Certaines restaient cachées dans des greniers et des fentes de murs pendant des siècles, leurs secrets non lus, leurs expéditeurs oubliés depuis longtemps. Mais ne vous y trompez pas, au sein de ces lignes tachées d'encre vivaient des révolutions, des chagrins d'amour et les vérités les plus brutes de l'âme noble. Dans la société noble, l'émotion était un luxe que personne ne pouvait se permettre. La joie, la colère, la peur, tout était soigneusement mesuré, rationné ou dissimulé entièrement. La survie d'un noble dépendait non seulement de sa richesse ou de son titre, mais de la maîtrise de l'art du camouflage émotionnel. Pour régner à la cour, il fallait jouer un rôle et ne jamais scier. À Versailles, la vie était un théâtre sans fin. Les nobles répétaient leur sourire, leur révérence, leur silence. Un sourcil levé pouvait signaler un soutien ou un sabotage. Les larmes étaient réservées aux funérailles. Et même là, seulement si les caméras du jugement de la cour regardaient. Le but était simple, projeter l'élégance, cacher le chaos. Ceux qui échouaient étaient qualifiés d'instables, d'hystériques ou, pire encore, d'inaptes. Cette chorégraphie émotionnelle était apprise jeune. On apprenait aux enfants nobles à ne parler que lorsqu'on leur parlait, à afficher la fierté sans arrogance et à réprimer le chagrin jusqu'à ce qu'il puisse être écrit dans des journaux privés. Les crises de nerfs n'étaient pas seulement embarrassantes. Elles étaient politiquement dangereuses. Une seule explosion pouvait être rappelée pendant des décennies et utilisée comme munition dans les rivalités futures. Dans la cour des Han au Japon, les nobles étaient encore plus raffinés dans leur tenue. L'émotion publique était considérée comme vulgaire. Ces vrais sentiments n'étaient partagés que par la métaphore. Dans la poésie, les gestes ou les silences soigneusement choisis. La manche d'une femme noble pouvait porter plus de sens que ses mots. Un éventail ouvert à moitié pouvait signaler un chagrin d'amour. Une seule fleur de cerisier cueillie trop tôt, le désespoir. Pour survivre, il fallait maîtriser la subtilité aussi couramment que la langue. En Angleterre, les nobles gardaient la tête haute. Un scandale pouvait être tranquillement avalé avec un brandy, mais jamais évoqué. Derrière les portes closes, les journaux pleuraient pour eux. Des volumes de chagrin et de rage réprimés reliés en cuir et scellés dans des tiroirs de bureau. La maladie mentale, le chagrin, la honte,
tout était caché derrière les sourires de salle de bal et la posture militaire. Certains craquaient sous la pression. Il existe des récits de nobles qui ont craqué au milieu d'une danse ou se sont effondrés lors de cérémonies, puis ont été confinés dans des asiles ou renvoyés pour se rétablir dans des domaines éloignés. Mais ce sont des tragédies chuchotées. Le spectacle après tout devait continuer, car dans la grande mascarade de la noblesse, les émotions étaient un handicap. Les masques n'étaient pas seulement pour les bals. C'étaient des vêtements quotidiens. Et derrière chaque révérence, chaque compliment, chaque rire élégant, il y avait souvent une tempête qui faisait rage, parfaitement dissimulée derrière la soie et l'étiquette. Naître noble, c'était hériter non seulement de terre et de titres, mais d'attentes si lourdes qu'elles pouvaient écraser l'esprit. Dès le premier souffle, un enfant noble était moins une personne qu'un vase pour l'héritage. Chaque décision qu'il prenait était hantée par les exigences de ses ancêtres et le jugement des générations à venir. En France, les fils de ducs et de comtes étaient préparés comme des chevaux de course. Leurs avenirs étaient cartographiés dans des livres de comptes et des arbres généalogiques. Épouse ça. Lie-toi d'amitié avec ce prince. N'embarrasse pas la lignée. Leur vie était la continuation d'une stratégie qui avait commencé bien avant leur naissance, et souvent une stratégie qu'ils n'avaient pas le pouvoir de modifier. Même les femmes étaient des pions sur l'échiquier familial. La valeur d'une duchesse était souvent mesurée par la force de sa dot et la pureté de sa lignée. L'aristocratie anglaise avait des fardeaux similaires, les fils aînés héritaient du domaine, de la dette, du personnel et de la responsabilité de veiller à ce que la famille ne tombe pas en disgrâce ou, pire encore, dans le commerce. Ceux qui échouaient n'étaient pas connus pour leur humanité, mais pour être celui qui avait perdu le manoir. Pendant ce temps, les fils cadets, sans terre ni titre, étaient discrètement orientés vers l'église ou l'armée, avec peu de choix. En Russie, les familles nobles portaient leur statut comme une bombe à retardement. Un faux pas, un désaccord avec la mauvaise faction de la cour, et tout pouvait être saisi. Les terres, les serfs, même le nom de famille pouvait être révoqué. Des générations d'efforts anéantis d'un seul coup de signature. L'aristocratie du Japon était encore plus rigide. Pendant l'époque Heian, les familles nobles rivalisaient pour la proximité avec l'empereur. Les postes et l'influence étaient transmis non pas par le mérite, mais par la lignée. Une seule disgrâce, un mariage raté, un fils indiscipliné pouvait défaire des siècles de prestige. La pression pour se conformer était immense et l'individualité était souvent sacrifiée sur l'autel du devoir ancestral. Et qu'en était-il de ceux qui ne voulaient pas du titre, qui ne voulaient pas épouser l'étranger, diriger le domaine ou porter le nom? La rébellion n'était pas seulement difficile, elle était impensable. Certains ont essayé, la plupart ont été broyés par la machine de la tradition. Le fardeau de l'héritage n'était pas seulement une question financière ou politique, il était psychologique. Une couronne d'épines portée sous une auréole dorée. Être noble signifiait être enchaîné à un héritage, qu'on le veuille ou non. Tous les nobles ne suivaient pas le script. Sous les couches d'étiquette et les siècles de pression familiale, certains ont craqué et d'autres ont résisté. Mais la rébellion au sein de la noblesse n'était pas toujours spectaculaire. Il n'y avait pas de soulèvement paysan ici, pas de torchers enflammés, juste des actes subversifs discrets cachés dans les coins des palais, dissimulés derrière des portes verrouillées ou déguisés en tradition. À Versailles, où la conformité régnait en maître, la rébellion prenait des formes étranges. Certains nobles choisissaient de ne pas assister au rituel matinal élaboré du roi, une offense grave qui signalait l'indépendance. D'autres osaient porter des couleurs démodées ou commandaient des portraits qui ne flattaient pas. Quelques-uns scandalisaient leur famille en se mariant par amour, pas par alliance. Ces petits gestes dans le monde de la politique de cour étaient explosifs. En Angleterre, certains aristocrates défiaient les attentes en se tournant vers l'art et la littérature. Lord Byron n'a pas seulement écrit de la poésie, il a vécu une vie qui se moquait de toutes les attentes de retenue noble, travestissement, voyage avec des amants, mépris du Parlement. Sa vie était une provocation ambulante. Des nobles moins flamboyants ont simplement disparu à la campagne, se retirant des obligations sociales de Londres. Cela seul pouvait être interprété comme une rébellion, un refus de jouer le jeu. En Russie, la dissidence silencieuse prenait des formes plus dangereuses. Certains nobles soutenaient des idées révolutionnaires sous le radar, déguisant des salons de philosophie radicale en rassemblements de poésie inoffensifs. D'autres aidaient les serfs à s'échapper ou leur donnaient une éducation, des actes de trahison sous le règne du tsar. Ce n'étaient pas des révolutions bruyantes, mais des trahisons silencieuses d'un système brisé. Les nobles japonais avaient des moyens de rébellion encore plus subtils, un poème mal chronométré, un cadeau avec une insulte cachée,
un refus de se raser la tête en signe de deuil. Tout cela pouvait être interprété comme un rejet du rituel. Certaines femmes nobles résistaient à leurs mariages arrangés en tombant amoureuses à travers la poésie, subtil mais scandaleux. D'autres se retiraient dans la vie religieuse, non pas par piété, mais par protestation. Et puis il y avait ceux qui disparaissaient simplement, les nobles qui simulaient la maladie pour éviter la cour, qui s'enterraient dans des bibliothèques poussiéreuses, prétendant être trop absorbés par l'astronomie ou la botanique pour s'occuper des absurdités de la cour. Leur retraite n'était pas une faiblesse, c'était un défi. Ces rebelles ont rarement fait l'histoire, mais leur choix, aussi discret soit-il, ont ébréché l'illusion d'une obéissance parfaite. Tous les nobles n'ont pas suivi les règles. Certains ont chuchoté « non ». Et cela, dans leur monde, était plus fort que n'importe quel cri. Malgré toute la grandeur et la posture, la noblesse était obsédée par une chose avant tout, l'héritage. Pas le genre qu'on ressent, le genre qu'on peut graver, peindre, parader et transmettre. Des portraits à l'huile, des armoiries gravées dans le marbre, de vastes domaines avec des noms plus longs que certains romans. Chaque bal, chaque bataille et chaque fiançailles faisait partie d'un projet sans fin pour être mémorisé. Mais voici la vérité inconfortable, la plupart d'entre eux ne l'étaient pas. Oui, on se souvient des monarques, des rois qui ont lancé des guerres, des reines qui ont perdu la tête. Mais le noble moyen ? Oublié. Leurs rituels élaborés, leurs luttes intestines, leurs chaussures coûteuses ont disparu comme un souffle sur le verre. Ce qui reste, ce sont des fragments, des lettres non signées, des murs de domaines qui s'effondrent, des mentions critiques dans les registres de domaines. La grande histoire de l'aristocratie n'est pas une histoire de gloire éternelle. C'est une histoire de survie sélective. En France, la Révolution n'a pas seulement mis fin à des vies, elle a effacé des lignées entières de la mémoire. Les portraits ont été défigurés, les noms ont été interdits. L'aristocratie, qui était obsédée par la façon dont l'histoire la verrait, a plutôt été emportée par elle. Certains ont survécu, bien sûr, en changeant de nom, en cachant des bijoux dans des briques de cheminée ou en fuyant vers des cours étrangères. Mais leurs héritages n'étaient pas ce qu'ils avaient prévu. Ils sont devenus des récits édifiants, pas des immortels. Les nobles d'Angleterre s'en sont mieux sortis, protégés légalement, riches en terre, institutionnellement ancrés. Pourtant, même eux n'étaient pas à l'abri de l'insignifiance. Des domaines autrefois bourdonnants se trouvent maintenant en ruine. La poussière recouvre des tapisseries qui coûtaient autrefois des fortunes. Les grands noms. Beaucoup se sont dissous à travers des scandales, des mariages malheureux ou simplement le temps. Une lignée sans héritier est un héritage sans avenir. Au Japon, l'aristocratie a finalement été remplacée en importance par la classe militaire, les samouraïs et le shogunat. La poésie élaborée, les classements de cour, les cérémonies se sont estompées. Et bien que quelques familles fassent remonter leurs racines à d'anciennes maisons nobles, le monde moderne s'en soucie rarement. Même les noms les plus fiers sont devenus des étiquettes de musée. Et qu'en est-il de ceux qui ont essayé de contrôler le récit, en commandant des biographies épiques, en dictant des mémoires, en parrainant des églises? Eux aussi sont soumis à la mémoire sélective de l'histoire. Souvent, les vraies histoires, la honte, les secrets, les compromis survivent seulement dans des murmures, des notes de bas de page ou des lettres cachées. En fin de compte, l'héritage était l'illusion ultime. Les nobles ont vécu au service d'être mémorisés, mais ont souvent été complètement oubliés. Derrière les portraits et les palais se cache une vérité tranquille, la permanence n'a jamais été réelle, seule la performance l'était. Au printemps 1900, un homme curieux coiffé d'un chapeau à large bord se tenait sous le soleil crétois, fixant des pierres éparses et des murs à moitié enterrés. Son nom était Sir Arthur Evans, archéologue, historien et rêveur excentrique britannique. Il était venu en Crète non seulement pour excaver des ruines, mais pour chasser un fantôme, plus précisément le fantôme d'une civilisation qui hantait les légendes grecques depuis des siècles. Une civilisation si ancienne qu'elle a glissé à travers les fissures de l'histoire et du mythe. Pendant des années, des voyageurs et des habitants avaient parlé d'étranges artefacts remontant à la surface dans les collines au sud d'Héraclion, des poteries plus anciennes que les mycéniennes, des glyphes étranges que personne ne pouvait lire et des ruines qui ne correspondaient pas tout à fait à aucun style grec connu. Evans était convaincu qu'il s'agissait des traces d'un peuple de l'âge du bronze, plus ancien qu'Homère, plus ancien qu'Athènes, qui avait autrefois régné sur la mer Égée. Puis vint le moment qui changea tout. Sur un terrain connu sous le nom de Keflaïl, Evans et ses ouvriers ont déterré une structure massive enfouie sous des siècles de poussière et de gravats. Des murs ont émergé, non pas de simples huttes, mais les fondations de pièces, d'escaliers, de couloirs.
Ce qu'il regardait n'était pas un temple ou une forteresse, mais un palais. Et pas n'importe quel palais, un palais si complexe qu'il semblait conçu pour dérouter quiconque y entrait. Un labyrinthe, peut-être? Evans a immédiatement fait le lien, ce devait être le palais de Knossos, siège légendaire du roi Minos, le même Minos qui, selon le mythe, a emprisonné le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, au plus profond d'un labyrinthe sous sa maison. Qu'il s'agisse d'un mythe ou non, les ruines correspondaient à l'histoire, d'innombrables couloirs sinueux, plusieurs étages, des impasses mystérieuses. C'était un palais qui défiait la logique, comme s'il avait été construit pour piéger non seulement les gens, mais aussi le temps lui-même. Il a appelé le peuple qu'il a construit les Minoens, d'après Minos. Personne ne savait comment ils s'appelaient eux-mêmes. Leur écriture, connue sous le nom de linéaire, n'est toujours pas déchiffrée. Mais leur art, leur architecture et leur portée suggéraient un empire oublié depuis longtemps. Ainsi, avec une truelle à la main et un mythe en tête, Evans a commencé à remonter le temps. Ce qu'il a trouvé allait remettre en question tout ce que les gens pensaient savoir sur la civilisation européenne primitive et déclencher de nouveaux débats qui ne sont toujours pas réglés. Le palais de Knossos n'est pas un palais au sens traditionnel du terme. C'est un puzzle fait de couloirs, de cours et de chambres qui semblent se replier sur eux-mêmes à chaque tournant. Couvrant plus de 15 000 mètres carrés, la structure était une merveille à plusieurs étages du monde antique. Et à son cœur se trouvait un paradoxe, comment quelque chose d'aussi ouvert, d'aussi lumineux et d'aussi avancé pouvait-il sembler si impossible à cartographier? Il n'y avait pas de grands murs ou de douves, pas de tours militarisées. Au lieu de cela, Knossos avait des balcons, des puits de lumière et des puits d'aération, des éléments architecturaux inconnus dans l'Europe de l'âge du bronze. L'ensemble du complexe semblait conçu non pas pour la guerre, mais pour la cérémonie, l'administration et peut-être le mystère. Des escaliers s'enroulaient en spirale vertigineuse, d'étroits couloirs s'ouvraient sur des cours soudaines, des pièces se connectaient de façon inattendue. Les érudits débattent depuis plus d'un siècle pour savoir si cette conception était intentionnelle, un clin d'œil symbolique au mythe du labyrinthe, ou simplement le résultat de siècles de reconstruction. Se promener à travers Knossos, c'est abandonner tout sens de l'orientation. Il y a des pièces dans des pièces, des ailes qui se bouclent les unes dans les autres et des passages qui ne mènent nulle part. Evans était convaincu que cette disposition reflétait l'histoire de Dédale, l'artisan légendaire qui a construit le labyrinthe pour le roi Minos afin d'emprisonner le Minotaure. Bien qu'il n'y ait aucune preuve archéologique d'un monstre littéral, la confusion ressentie lors de la navigation sur le site est très réelle. Et pourtant, le palais n'était pas qu'un labyrinthe, c'était un miracle de l'ingénierie antique. Le complexe comprenait une plomberie avancée, y compris des tuyaux en terre cuite, des toilettes à chasse d'eau et un système de drainage si efficace qu'il ferait rougir des parties de l'Europe du XIXe siècle. Les pièces avaient une ventilation naturelle. Des puits de lumière illuminaient les chambres intérieures. Certains escaliers plongeaient sur 3 ou 4 étages, ce qui suggère une structure profonde à plusieurs niveaux rarement vus avant l'ère moderne. La salle du trône, modeste selon les normes royales, se trouve cachée profondément à l'intérieur, presque cachée. Sa pièce maîtresse est une chaise en pierre flanquée de fresques de griffons, entourée de bancs. Ce n'était pas un lieu de spectacle, mais de rituel contrôlé. Peut-être qu'ici, le pouvoir était moins une question de domination et plus une question d'illusion, de mysticisme ou de crainte religieuse. Knossos n'a pas été construit pour intimider, il a été construit pour mystifier. Que tu sois un commerçant, une prêtresse ou un envoyé étranger, une vérité était certaine, une fois que tu entrais dans le palais, il t'avalait tout entier et te faisait oublier le chemin par lequel tu étais venu. Bien que les murs de pierre de Knossos s'effondrent, ses couleurs parlent encore. Enterrées sous les cendres volcaniques et le temps, les fresques du palais ont émergé comme certaines des œuvres d'art les plus vives, énigmatiques et avancées du monde antique. Contrairement à l'art rigide et militariste des civilisations grecques ou égyptiennes ultérieures, les fresques minoennes débordent de mouvements, des danseurs, des dauphins, des taureaux et des déesses. Elles ne décoraient pas seulement les pièces, elles racontaient des histoires, faisaient allusion à des rituels et révélaient une civilisation qui semblait aimer la vie, la beauté et le rythme. L'une des images les plus emblématiques de Knossos est la fresque du saut de taureau, une jeune silhouette faisant un saut périlleux au-dessus d'un taureau massif dans un arc élégant et impossible. Était-ce réel? Était-ce un mythe? Les historiens en débattent depuis plus d'un siècle. Était-ce un sport rituel, une offrande religieuse ou simplement une métaphore pour apprivoiser le chaos? Quelle que soit sa signification, l'image capture quelque chose d'essentiel sur la vie minoenne, une danse avec le danger, avec la grâce en son cœur. Ailleurs, les murs s'épanouissent avec des lys et des crocus,
des singes et des oiseaux, des spirales et des vagues. Dans la fresque du prince au lys, un jeune homme mince aux cheveux longs et à la couronne ornée se pavane avec une confiance cérémonielle. Bien qu'Evans l'ait initialement identifié comme un prince, les érudits modernes n'en sont pas sûrs. La figure peut représenter un prêtre ou même une déesse. Le genre dans l'art minoen est fluide, symbolique et encore profondément mystérieux. Contrairement à de nombreuses civilisations anciennes, les Minoens n'ont pas concentré leur art sur les rois, les guerres ou les conquêtes. Il n'y a aucune représentation de bataille ou d'esclaves. Au lieu de cela, il y a des scènes de célébration, de nature, de droits sacrés. Les femmes sont centrales, pas à l'arrière-plan, mais au premier plan et au centre. Des prêtresses aux seins nus avec des jupes élaborées et des coiffures enroulées accomplissent des rituels suggérant que les femmes ont pu jouer des rôles religieux importants, voire dominants. Et les couleurs, les rouges profonds, les bleus et les blancs, s'accrochent toujours au plâtre après des milliers d'années, défiant le temps. L'éclat des œuvres d'art laisse entrevoir une société qui non seulement appréciait l'esthétique, mais comprenait son pouvoir émotionnel. Ce n'était pas que de jolies peintures, c'étaient des symboles de l'ordre cosmique, de la joie humaine et de la révérence spirituelle. Dans le palais de Knossos, les murs n'ont pas seulement vu l'histoire, ils l'ont chantée. En pigments et en motifs, les Minoens ont peint un monde de mouvement, de mystère et de sens. Parmi les nombreuses énigmes de Knossos, l'une d'elles se distingue au-dessus de toutes les autres, la prééminence des femmes. Contrairement à de nombreuses sociétés contemporaines où les femmes étaient confinées aux marges, les Minoens les ont placées au centre, littéralement et symboliquement. Leurs images dominent les fresques, les figurines et les scènes cérémonielles, laissant entrevoir une civilisation où le pouvoir féminin n'était pas caché, il était célébré dans la cour centrale et les chambres sacrées de Knossos. Des représentations de femmes aux seins nus vêtues de jupes à volants et de coiffes ornées apparaissent encore et encore. Ce n'étaient pas des figures soumises cachées derrière des rois, elles étaient au premier plan et au centre, les bras levés en signe de bénédiction, tenant des serpents, entourés de symboles de fertilité, d'animaux et d'énergie divine. Les érudits pensent que beaucoup de ces femmes étaient des prêtresses, des intermédiaires entre le monde des mortels et le monde divin, responsables de la supervision des rituels qui touchaient à tous les aspects de la vie minoenne. L'un des artefacts les plus célèbres du palais est la figurine de la déesse au serpent, une femme au regard perçant tenant des serpents dans les deux mains avec un félin perché sur sa tête. Était-elle une divinité? Une grande prêtresse? Une représentation de la souveraineté féminine? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais son image nous en dit long sur la hiérarchie spirituelle de Knossos et sur ceux qui ont pu se tenir à son sommet. Contrairement au pharaon d'Égypte ou au roi de Mycène, aucun dirigeant masculin minoen clair n'a jamais été identifié dans l'art. Pas de grande statue d'un roi, pas de scène de bataille glorifiant un chef de guerre. Cela a conduit de nombreux érudits à suggérer que la société minoenne a pu être matriarcale ou au moins exceptionnellement égalitaire pour son époque. Les femmes détenaient probablement le pouvoir à la fois dans la religion et peut-être dans la gouvernance, guidant les festivals saisonniers, gérant les temples et accomplissant les rituels d'État. Même l'architecture reflète cet équilibre. Des pièces censées être utilisées par des femmes de haut rang ayant un accès direct au sanctuaire, aux puits de lumière et aux escaliers privés suggèrent qu'elles se déplaçaient librement à travers le palais. Certaines fresques représentent des femmes se rassemblant dans des processions cérémonielles vêtues de vêtements éclatants, leur posture commandant et non déférente. À Knossos, la féminité n'était pas confinée, elle était divine. Que ce soit en tant que prêtresse, chef ou symbole de renouveau, les femmes n'étaient pas secondaires à la culture minoenne. Elles étaient la culture, sa voix, sa vision et des initiés descendaient en silence, purifiés par des eaux symboliques avant d'entrer dans les cérémonies sacrées. La cour centrale, vaste et ouverte sur le ciel, était probablement le cœur du rituel public. Ici, des centaines de personnes ont pu se rassembler pour des festivals saisonniers célébrant la fertilité, le renouveau ou le tournant de l'année. Le son rythmique des tambours, le tourbillon des danseurs, les chants des prêtresses. Knossos était vivant avec la cérémonie, et toujours présent dans ses rites était le taureau, ce puissant symbole d'énergie, de virilité et du monde naturel. Partout dans le palais, des cornes de taureau stylisées et massives étaient placées en haut des murs et des entrées. Ces cornes de consécration, comme les appelait Evans, marquaient les seuils sacrés. Associé à l'imagerie du sceau de taureau que l'on trouve dans les fresques, il est clair que cet animal avait une signification religieuse profonde. Certains pensent qu'un taureau vivant a même pu faire partie de certains rituels, non pas dans un sacrifice brutal, mais comme partenaire dans une performance spirituelle destinée à refléter la danse éternelle du chaos et de l'ordre. La double hache, ou la biri, était un autre symbole souvent associé aux espaces sacrés de Knossos. On la trouvait sculptée dans les piliers et les murs.
Il se peut que ce soit un outil, une arme ou un emblème divin. Son association fréquente avec des figures féminines soutient davantage l'idée d'une religion centrée sur une déesse. Il n'existe pas de temple au sens traditionnel à Knossos. Au lieu de cela, le palais lui-même était le temple, chaque cage d'escalier une procession, chaque chambre une chapelle. C'était un lieu où le spirituel et le politique ne faisaient qu'un et où le caractère sacré était tissé dans les murs mêmes. Au milieu des fresques, des autels et des chambres labyrinthiques de Knossos, les archéologues ont découvert quelque chose d'encore plus déroutant, l'écriture. Des centaines de tablettes d'argile inscrites de symboles que personne à ce jour ne peut pleinement comprendre. C'était le linéaire A, l'écriture des Minoens, et l'un des derniers grands systèmes d'écriture non déchiffrés du monde antique. Découvert lors des fouilles d'Evans, le linéaire A ressemblait superficiellement à une autre écriture trouvée à Mycène en Grèce, connue sous le nom de linéaire B. Evans supposa qu'ils étaient liés, et ils l'étaient. Mais alors que le linéaire B fut plus tard déchiffré et révélé comme une forme ancienne du grec, le linéaire A refusa obstinément de livrer ses secrets. C'est une langue sans lien avec le grec et peut-être sans lien avec aucune langue connue sur Terre. Nous pouvons lire ces caractères phonétiquement, mais nous ne savons pas ce qu'ils signifient. La plupart des tablettes en linéaire à trouver à Knossos sont des inventaires administratifs de céréales, d'huile, de bétail ou d'offrandes. Mais sans connaître la langue, le contexte reste insaisissable. Étaient-ce des impôts, des offrandes rituelles, des registres de marché? Personne ne peut le dire avec certitude. Les Minoens ont écrit pendant plus de 500 ans, et pourtant nous ne pouvons toujours pas comprendre une seule phrase complète. Cette panne linguistique donne à Knossos sa qualité onirique. C'est comme écouter de la musique à travers un mur. On peut sentir le rythme, l'énergie, l'intention, mais les paroles sont à jamais étouffées. Nous pouvons voir leurs rituels dans l'art, leur architecture dans la pierre, mais leurs pensées restent scellées. Le linéaire a été écrit avec un stylet sur de l'argile molle, puis cuit par accident, conservé seulement parce que le palais a été détruit par un incendie. Sans cette catastrophe, leurs mots auraient pu se dissoudre depuis longtemps. Ironiquement, l'incendie de Knossos nous a offert les seuls fragments survivants de la langue minoenne. Certains érudits pensent que le linéaire pourrait un jour être déchiffré, surtout si des textes bilingues sont trouvés, un peu comme la façon dont la pierre de Rosette a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens. Jusqu'alors, nous sommes laissés avec des symboles isolés. Un homme, un taureau, un pot, un fils. Sans signification, et pourtant étrangement familier. Knossos, malgré toute sa couleur et sa complexité, nous parle en silence. Sa langue se situe juste hors de portée, nous rappelant que certaines des plus grandes voix de l'histoire attendent toujours d'être entendues, enterrées non pas dans la terre, mais dans le mystère. Le palais de Knossos, autrefois un phare d'art, d'architecture et de rituel, ne s'est pas évanoui dans un seul cataclysme. Sa chute n'a pas été rapide, mais en couche, un lent effilochage d'une civilisation dont le pouvoir semblait autrefois éternel. Et comme tant d'effondrements anciens, la vérité derrière la chute de Knossos est une tapisserie de feu, d'eau et de murmures de guerre. Vers 1450 avant Jésus-Christ, quelque chose a changé. Soudainement, à travers la Crète, les palais et les villes minoennes ont commencé à brûler. Curieusement, Knossos n'est pas tombé immédiatement. Au lieu de cela, il a été réoccupé. Mais les fresques ont changé. L'écriture sur les tablettes d'argile est passée du linéaire A au linéaire B, non pas minoen, mais grec mycénien. Cela suggère que les Mycéniens, la puissance montante du continent, avaient soit envahi, soit pris le contrôle pacifiquement après qu'une catastrophe eût affaibli les Minoens. Une théorie pointe vers l'éruption de Terra, une explosion volcanique sur l'île de Santorin juste au nord de la Crète vers 1600 avant Jésus-Christ. Ce cataclysme a été l'un des plus puissants de l'histoire enregistrée, dévastant la région avec des tremblements de terre et des tsunamis. Le chaos qui en a résulté a peut-être paralysé l'économie minoenne, détruit leurs ports et affaibli leur influence, les laissant vulnérables à l'invasion ou à l'effondrement interne. D'autres plaident pour un déclin économique et politique graduel. Alors que les routes commerciales se déplaçaient et que les rivaux devenaient plus forts, le pouvoir centralisé de Knossos a peut-être été fracturé. Le palais, autrefois bourdonnant d'activité, est devenu plus administratif, plus atténué. Le rituel a cédé la place à la tenue de registre. L'art a cédé la place à l'imitation. Vers 1375 avant Jésus-Christ, le palais a été complètement abandonné. Des incendies ont fait rage dans ces halls, les toits se sont effondrés, les murs se sont fissurés et ont cédé. Knossos a été laissé en silence, ses couleurs s'estompant, sa langue illisible, ses rituels oubliés. Et pourtant, il n'a jamais été vraiment perdu.
Les légendes du labyrinthe et du Minotaure ont survécu dans le mythe grec. Des allusions à l'influence minoenne ont résonné à travers les palais mycéniens et plus tard dans l'art et l'architecture classique. L'âme de Knossos s'est attardée comme de la fumée, invisible mais présente. Aujourd'hui, ces ruines sont de nouveau ouvertes au soleil. Les touristes marchent là où les prêtresses dansaient autrefois. Et le palais qui autrefois a maintenu une civilisation unie détient maintenant ses secrets au grand jour, majestueux, mystérieux et inachevé. Lorsque Sir Arthur Evans a découvert Knossos en 1900, il ne s'est pas contenté de l'excaver, il l'a réimaginé avec un mélange d'ambition érudite et de vision artistique. Evans a entrepris non seulement de préserver les ruines, mais de leur donner vie. Il pensait que le simple fait d'exposer les fondations ne suffisait pas. Le monde avait besoin de voir le palais tel qu'il croyait qu'il avait été autrefois, coloré, complexe et inspirant la crainte. Ce qui a suivi a été l'une des restaurations les plus controversées de l'histoire archéologique. Utilisant le béton, un matériau complètement étranger à l'âge du bronze, Evans a reconstruit des sections du palais avec des méthodes modernes. Il a employé des artistes pour repeindre les fresques en utilisant des fragments trouvés sur le site, mais a souvent comblé les détails manquants en se basant sur des hypothèses, pas sur des preuves. Les balcons ont été reconstruits, les colonnes ont été restaurées, non pas en pierre terne, mais peintes en rouge avec des chapiteaux noirs, en se basant sur la vision d'Evans de l'esthétique minoenne. Les pièces ont été couvertes, les murs ont été re-enduits et l'ancien palais est lentement devenu un hybride, à la fois ruine et fantaisie édouardienne. Certains ont applaudi son audace. Sans Evans, ont-ils affirmé, Knossos serait peut-être resté juste un autre enchevêtrement de ruines sans intérêt. Ces reconstructions ont rendu le site accessible, éducatif et émotionnellement captivant. Les visiteurs pouvaient se promener dans des salles qui se sentaient vivantes, voir des peintures murales débordant de couleurs et visualiser le monde des Minoens avec plus de clarté que jamais auparavant. Mais d'autres l'ont vu différemment. Les critiques ont accusé Evans d'avoir dépassé les bornes, d'avoir imposé sa propre interprétation à une civilisation que nous comprenons encore à peine. Les fresques, par exemple, étaient parfois presque entièrement inventées en se basant sur de petits éclats de peinture d'origine. Des sections entières du palais, telles que la célèbre salle du trône, ont peut-être reçu des fonctions qu'elles n'ont jamais eues. En façonnant les ruines pour qu'elles correspondent au mythe, Evans a peut-être brouillé la frontière entre l'archéologie et la narration. Aujourd'hui, Knossos est à la fois une merveille et un monument aux complexités de la reconstruction historique. La vision d'Evans ne peut être séparée du site. Ces structures en béton sont toujours debout, ces interprétations artistiques colorent toujours les murs. Mais les visiteurs se promènent à travers Knossos avec une double conscience de ce que les Minoens auraient pu construire et de ce qu'un archéologue passionné croyait qu'ils avaient construit. En essayant de ramener Knossos à la vie, Evans nous a peut-être donné deux palais, un ancien enterré dans la terre, et un imaginé se dressant fièrement au-dessus de lui. Aujourd'hui, le palais de Knossos se dresse non seulement comme une ruine, mais comme un pont entre le mythe et l'histoire, l'imagination et l'épreuve, l'Europe et le monde antique. Bien après que son dernier rituel ait été exécuté et que ses salles se soient tues, Knossos continue de fasciner, de mystifier et de provoquer. Son existence même remet en question nos hypothèses sur la civilisation primitive et nous oblige à affronter à quel point nous en savons encore peu. Le palais a contribué à redéfinir la chronologie de l'histoire européenne. Avant sa découverte, la plupart des érudits croyaient que la civilisation avancée avait commencé avec les Grecs. Knossos a réécrit ce récit. Voici une culture florissante 1000 ans plus tôt, avec la plomberie, l'urbanisme, le commerce international et l'art symbolique. Les Minoens, centrés à Knossos, n'étaient pas primitifs, ils étaient sophistiqués, expressifs et profondément spirituels. Mais l'héritage de Knossos est inséparable de sa mythologie. Pendant des millénaires, l'histoire du Minotaure dans le labyrinthe a été rejetée comme de la fiction, une fable pour effrayer ou divertir. Et pourtant, lorsque les archéologues ont déterré un palais avec des centaines de pièces, des couloirs qui se bouclaient et se tordaient et des symboles de taureaux sculptés dans la pierre, la frontière entre le mythe et l'histoire s'est brouillée. Peut-être que la légende n'a pas été inventée, mais remémorée, filtrée à travers les générations jusqu'à ce que seuls des fragments aient survécu. Dans les temps modernes, Knossos a inspiré non seulement les érudits, mais aussi les écrivains, les artistes et les architectes. Ces doubles haches, ces symboles cornus et ces fresques sinueuses sont apparus dans la mode, la sculpture et même la science-fiction. L'idée d'une civilisation ancienne cachée sous la Méditerranée alimente toujours les imaginations, une vision d'une époque où le pouvoir ne signifiait pas des pyramides ou la conquête, mais la beauté, le rituel et l'équilibre. Pourtant, Knossos nous rappelle aussi la fragilité. Le palais est tombé, sa langue a été perdue,
son peuple a disparu. Et sa signification, son véritable but original, est toujours débattu. Chaque interprétation est un miroir reflétant non seulement le passé, mais ce que nous voulons croire à son sujet. Promenez-vous dans ces salles aujourd'hui, et vous vous tenez là où les prêtresses priaient autrefois, les danseurs tourbillonnaient et les enfants riaient autrefois. Vous vous tenez au cœur du plus ancien palais d'Europe, un lieu qui a vécu entre la lumière du soleil et l'ombre, entre l'architecture et le mythe. Knossos ne livrera peut-être jamais tous ses secrets, mais dans son silence, il parle encore de mystère, de mémoire et du chemin profond et labyrinthique de la civilisation elle-même. Lucius Domitius Aénobarbu est né le 15 décembre 37 de notre ère. Un enfant de privilège, mais aussi de poison. Sa lignée était impériale, emmêlée dans la dynastie julio-claudienne qui régnait sur Rome avec splendeur et suspicion. Sa mère, Agrippine la Jeune, était la sœur de l'empereur Caligula, l'arrière-petite-fille d'Auguste et l'une des joueuses politiques les plus rusées de son temps. Son père, Cnaeus Domitius Aénobarbu, était connu pour son arrogance et sa cruauté. On disait que lorsque quelqu'un l'a félicité pour la naissance de son fils, il a murmuré « Rien ne pourrait naître de moi et d'Agrippine, si ce n'est quelque chose de monstrueux. » Que ce fût une prophétie ou juste de l'amertume, le temps le dirait. À seulement 2 ans, Néron a perdu son père à cause de l'hydropisie ou peut-être du poison. Dans une Rome où les alliances étaient fatales et l'ambition un sport sanglant, Agrippine s'est maintenant retrouvée veuve avec un enfant et aucun pouvoir réel. Mais elle était patiente. Elle a regardé son frère Caligula sombrer dans la tyrannie et être assassiné par ses propres gardes. Elle est restée silencieuse alors que Claude, l'oncle bègue et studieux, était élevé à la robe pourpre. Puis elle a fait son mouvement. En 49 de notre ère, Agrippine a séduit l'empereur Claude, son propre oncle, et l'a épousé. Elle n'a pas été subtile quant à ses objectifs. En moins d'1 an, elle l'a convaincu d'adopter son fils comme héritier, passant outre son propre fils biologique, Britannicus. Lucius est devenu Néron Claude César Drusus Germanicus, un nom digne des empereurs. Elle a arrangé ses fiançailles avec Octavie, la fille de Claude, et a embauché les meilleurs tuteurs de Rome pour le façonner. Parmi eux, le philosophe stoïcien Sénèque, qui a essayé de transformer le jeune homme en un noble souverain. De l'extérieur, Néron était préparé à la grandeur. Éduqué en rhétorique, en poésie, en philosophie et en musique, il a appris à commander une foule, à réciter Homère et à manipuler l'opinion publique. Mais Agrippine tenait toujours les rênes. Elle est apparue à ses côtés lors des cérémonies, a ordonné à sa maisonnée et a clairement fait savoir qui exerçait vraiment le pouvoir. L'ascension de Néron n'est pas née du destin, elle a été orchestrée par une mère qui se voyait comme impératrice bien avant que son fils ne porte une couronne. Et au sein de cette pépinière dorée d'ambition et de manipulation, les graines d'un règne chaotique ont été tranquillement semées. En 54 de notre ère, à seulement 16 ans, Néron est devenu empereur de Rome. Claude, son père adoptif, était décédé officiellement de maladie, bien que beaucoup soupçonnaient un poison, et la principale suspecte était Agrippine. Elle était depuis longtemps devenue impatiente d'attendre, et lorsque Claude a commencé à reconsidérer son fils biologique Britannicus comme héritier, elle a agi. Des champignons, selon la légende, étaient le moyen de livraison. La nourriture des dieux, plaisantaient certains avec humour noir, et peut-être la nourriture du meurtre. Claude mort, Néron a été précipité au pouvoir. Le Sénat romain a approuvé. La garde prétorienne a applaudi, et Agrippine s'est tenue triomphalement derrière lui, vêtue d'or et flanquée de gardes, la véritable architecte du régime. Mais elle n'avait pas élevé un empereur, elle avait construit une marionnette. Dans les premiers mois du règne de Néron, Rome a prospéré. Il a donné des primes généreuses aux soldats, a organisé des jeux publics et a promis un retour aux valeurs augustines. En coulisses, la gouvernance était gérée par 2 figures clés, Sénèque, le tuteur philosophe devenu rédacteur de discours, et Burrus, le chef pragmatique de la garde prétorienne. Ensemble, ils ont guidé Néron à travers des décisions complexes tout en maintenant un vernis de noble tenue. Mais Agrippine ne se contentait pas de rester dans les coulisses. Elle s'attendait à régner aux côtés de son fils. Et lorsque Néron a commencé à affirmer son indépendance, les tensions ont explosé. Au début, les batailles étaient subtiles. Elle a exigé de figurer sur les pièces de monnaie à côté de l'image de Néron, ce qu'aucune mère romaine n'avait jamais fait. Elle s'est immiscée dans les réunions d'État. Elle est entrée dans la salle du Sénat sans y être invitée. Elle a rappelé constamment à Néron qu'il avait fait empereur. Le jeune empereur s'est irrité de son contrôle. Il a commencé à s'entourer de ses propres conseillers, des hommes de plaisir et d'art, pas de devoir.
il est tombé amoureux d'Actée, une ancienne esclave, aux grandes dames d'Agrippine. Elle avait des plans pour un mariage royal, pas une romance avec une roturière. Le lien autrefois étroit entre la mère et le fils a commencé à s'aigrir. Des murmures se sont répandus dans le palais de disputes à coups de cris, de portes claquées, de menaces voilées. Agrippine, autrefois vénérée comme la créatrice d'empereurs, semblait maintenant une menace imminente. Rome avait donné un trône à Néron, mais Agrippine tenait toujours la laisse, et Néron commençait à tendre la main vers le couteau. Son règne avait commencé avec la promesse, la poésie et les applaudissements. Mais derrière le rideau, une tragédie familiale se préparait déjà, une tragédie qui allait tacher la pourpre impériale de sang. En 59 de notre ère, le palais impérial s'était transformé en un champ de bataille, non pas d'armée, mais de volonté. Néron était empereur de nom, mais sa mère Agrippine planait toujours comme un nuage orageux sur chaque décision qu'il prenait. Elle éminait son autorité, s'opposait à sa vie personnelle et complotait dans l'ombre pour le remplacer par Britannicus, le fils biologique de Feu Claude. Néron, autrefois le garçon obéissant, avec un menteur, était devenu un jeune homme désespéré d'échapper à son emprise. Il a agi en premier. Britannicus, une menace légitime pour le trône de Néron, est mort subitement lors d'un banquet. Les invités ont affirmé qu'il s'était étouffé avec son vin, mais le poison agissait si rapidement que sa mort était indubitable. Néron a nié toute implication. Peu l'ont cru. Agrippine certainement pas Britannicus disparu, le prochain problème de Néron était sa mère. Elle avait autrefois régné à travers lui. Maintenant, il la voyait comme une rivale. Agrippine n'était pas seulement ambitieuse politiquement, elle était implacable. Elle rencontrait secrètement des sénateurs. Elle paradait des nobles qu'elle espérait placer comme remplaçants. Elle a fait des menaces voilées sur les loyautés de la garde prétorienne. Et le pire de tout pour Néron, le peuple l'aimait encore. Rome admirait les femmes fortes quand elles n'étaient pas trop fortes. Agrippine avait franchi cette limite. Néron a d'abord essayé l'exil. Il l'a dépouillée de ses gardes du corps, l'a retirée des apparitions publiques et l'a envoyée vivre dans une villa côtière. Mais la distance ne l'a pas fait taire. Elle correspondait toujours, chuchotait toujours, tirait toujours les ficelles. Alors Néron a fait un choix plus sombre. Il a invité Agrippine à une grande célébration, lui offrant un somptueux bateau pour son voyage de retour que le navire avait été truqué pour s'effondrer en pleine mer. Lorsque le navire saboté s'est brisé, Agrippine a survécu, nageant jusqu'au rivage au clair de lune. La tentative ratée a enragé et humilié Néron. Alors, il a essayé à nouveau. Cette fois, il a envoyé des assassins à sa villa sous le prétexte d'un message urgent. Les récits varient, mais une histoire raconte qu'elle a affronté calmement ses tueurs, leur disant de la frapper dans le ventre, l'endroit qui avait donné naissance à Néron. Son meurtre a envoyé des ondes de choc à travers l'Empire. La culpabilité de Néron a été immédiate et dévorante. Il ne pouvait pas dormir. Il arpentait la nuit. Il voyait son fantôme dans les halls. Rome aussi murmurait l'impensable crime, l'empereur qui avait tué sa mère. Avec la mort d'Agrippine, Néron s'était enfin libéré. Mais ce faisant, il a également coupé la dernière attache à la retenue. Ce qui a suivi serait un règne dénué de honte et spirale vers l'infamie. Agrippine disparue, Néron était enfin empereur à part entière. Plus de murmures, plus de surveillance maternelle, juste un pouvoir sans filtre. Mais au lieu de canaliser ce pouvoir dans la conquête militaire ou la réforme administrative, Néron s'est tourné vers l'intérieur. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme d'un dirigeant. Il voulait être adoré comme un artiste. Il se prenait pour un poète, un chanteur, un acteur. Il se produisait publiquement, ce qu'aucun empereur romain n'avait osé faire. Pour le Sénat et l'aristocratie, c'était mortifiant. Dans la tradition romaine, la scène était réservée aux esclaves et aux étrangers. Mais Néron était imperturbable. Il s'est entraîné en musique et en théâtre, a exigé des applaudissements et a rempli les amphithéâtres avec des auditoires enthousiastes de force. L'empereur n'a pas seulement organisé des jeux, il y a joué un rôle principal. Néron composait des vers, chantait des airs tragiques et récitait de longues épopées de sa propre création. Il était fier de sa voix, subissant même des traitements étranges pour la préserver, y compris des rituels de vomissement, de longues périodes de silence et des régimes alimentaires bizarres. Les sénateurs ont assisté à des heures de spectacle, terrifiés de quitter leur siège. Ne pas applaudir pouvait signifier l'exil ou pire. Il a également investi des ressources dans la construction de théâtres,
le parrainage de compétitions athlétiques et la refonte de Rome pour refléter ses goûts esthétiques. Il a introduit des jeux de style grec comme les Néronia, un mélange de sports olympiques et de compétitions théâtrales où, sans surprise, Néron a toujours remporté le premier prix. Son obsession de la performance s'est répandue dans la politique étrangère. Lors d'un voyage en Grèce, Néron a insisté pour participer à tous les concours artistiques. Aux Jeux olympiques, il a participé à une course de char avec 10 chevaux au lieu des 4 habituels. Il est tombé de son char au milieu de la course, mais a tout de même été déclaré vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il aurait gagné s'il n'était pas tombé. Un triomphe aux yeux de Néron. Pourtant, même en se livrant à ses fantasmes créatifs, l'Empire gémissait. Les administrateurs étaient négligés. Les gouverneurs agissaient sans surveillance. Les provinces devenaient agitées. Mais Néron s'en fichait. Il n'essayait pas d'être un autre Auguste ou Tibère. Il voulait être Orphée, Apollon ou peut-être quelque chose d'encore plus grand, un dieu de la musique avec un pouvoir absolu. Pour l'élite romaine, il devenait une honte nationale. Mais pour les masses, recevant du pain, des jeux et des divertissements sans fin, Néron était un spectacle vivant, un dieu imparfait sur scène, chantant au-dessus des fissures de son empire qui s'effondraient. En juillet 1964 de notre ère, un incendie s'est déclaré près du Circus Maximus. En quelques heures, les flammes ont déferlé sur la ville comme une malédiction divine. Les rues de Rome, étroites, surpeuplées, inflammables, sont devenues une fournaise. Pendant 6 jours et 7 nuits, la capitale de l'Empire a brûlé. À la fin, 10 des 14 districts de la ville ont été réduits en ruines. Des milliers de personnes étaient sans abri. Temples, maisons, marchés, disparus. Et où était l'empereur? Des rumeurs ont circulé. Certains ont affirmé que Néron avait regardé l'incendie depuis une tour, grattant sa lyre et chantant la destruction de Troie. D'autres ont juré qu'il avait lui-même ordonné l'incendie pour faire de la place pour un nouveau palais. Néron a nié les deux, et en vérité, il n'était même pas à Rome lorsque l'incendie a commencé. Mais à son retour, il a agi avec un éclat théâtral, ouvrant ses jardins privés aux réfugiés, organisant des livraisons de nourriture d'urgence et finançant la reconstruction. Pourtant, les chuchotements ont persisté. Les gens avaient besoin d'un bouc émissaire. Et Néron, toujours le dramaturge, leur en a donné un. Il a blâmé les chrétiens. Ils étaient déjà méfiés, une secte étrange de juifs qui adoraient un homme crucifié et refusaient d'honorer les dieux romains. Néron les a accusés d'incendie criminel et a commencé une persécution si brutale qu'elle résonnerait à travers les siècles. Les chrétiens ont été déchirés par des chiens, crucifiés, le plus horriblement, brûlés vifs pour servir de torchers pour les garden parties de Néron. Ce n'était pas de la justice, c'était du théâtre au clair de lune. Pendant ce temps, Néron a dévoilé sa véritable ambition, la Domus Aurea ou Maison Dorée. Sur les cendres du centre de Rome, il a commencé à construire un palais de plaisir d'une extravagance inimaginable. Avec des lacs artificiels, des murs dorés, des salles à manger tournantes et des plafonds qui saupoudraient de parfums, c'était un monument à l'indulgence. Une statue colossale de lui-même, le colosse de Néron, était prévue pour dominer le tout. Pour de nombreux Romains, cela a confirmé leurs soupçons. Néron n'avait pas seulement laissé la ville brûler, il avait utilisé l'incendie comme une toile vierge. Il avait effacé l'ancienne Rome pour en peindre une nouvelle, mettant en vedette lui-même. Mais Néron le voyait différemment. Dans son esprit, il ne détruisait pas, il créait. Il refaisait Rome à son image, dramatique, divine et inoubliable. En essayant de s'immortaliser à travers l'art et l'architecture, Néron a brûlé la terre et a allumé la mèche de sa propre chute. Alors que le règne de Néron s'éternisait, les applaudissements ont commencé à s'estomper et la peur a pris sa place. L'empereur qui dansait autrefois sur scène arpentait maintenant les couloirs du palais dans un état de paranoïa croissante. Il voyait des ennemis dans chaque ombre, des complots dans chaque murmure. L'empereur artiste était devenu un tyran dans un masque de peinture grasse. Suite à l'incendie et à la construction impopulaire de sa maison dorée, la position de Néron auprès du Sénat s'est détériorée rapidement. L'aristocratie, déjà offensée par ses performances et son extravagance, craignait maintenant pour sa vie. En 65 de notre ère, un complot a été découvert, la conjuration pisonienne, dans lequel des dizaines de sénateurs, de chevaliers et même de soldats étaient impliqués dans un projet visant à le renverser. Certains voulaient restaurer la République. D'autres voulaient simplement n'importe qui sauf Néron. La réponse de Néron a été rapide et impitoyable. Le poète Lucain, le philosophe Sénèque et le général Fénius Rufus ont tous reçu l'ordre de se suicider.
Sénèque, l'ancien tuteur de Néron et autrefois sa boussole morale, a été contraint de se trancher les poignets tout en discutant calmement de philosophie stoïcienne. Même ceux dont on disait qu'ils sympathisaient avec le complot ont été emportés dans les purges. Le palais est devenu une maison d'exécution. La salle du Sénat, un théâtre silencieux d'obéissance. La paranoïa de l'empereur s'est approfondie. Il a accusé sa propre femme, Octavie, d'infidélité, une accusation si fragile qu'elle insultait l'intelligence même de ses plus proches alliés. Elle a été exilée puis exécutée. Sa tête a été envoyée à sa maîtresse, Poppée Sabine, comme un gage d'affection tordue. Mais même Poppée n'était pas en sécurité. Lors d'une crise de rage, ou peut-être une dispute en état d'ébriété, Néron lui a donné un coup de pied dans l'estomac alors qu'elle était enceinte. Elle est morte peu après. Certains disent qu'il a pleuré pendant des jours. D'autres affirment qu'il a pleuré la perte de sa muse, pas la femme. Le poison est devenu un outil régulier dans son arsenal. Il s'est appuyé sur la tristement célèbre empoisonneuse, Locuste, une femme dont les concoctions avaient tué des empereurs et des rivaux. Sur ordre de Néron, elle a formé d'autres personnes, créant une petite académie macabre d'assassinat. À présent, la cour de Néron ressemblait à une scène trempée de sang. Chaque ami était un suspect, chaque allié un traître potentiel. Et à travers tout cela, Néron a continué à chanter, à se produire et à croire qu'il était aimé. Mais le public diminuait. Le rire était nerveux et les couteaux se rapprochaient. Alors que Néron se livrait à des spectacles et à des purges à Rome, l'empire au-delà de la capitale a commencé à gronder. Les provinces, depuis longtemps l'épine dorsale du pouvoir de Rome, sont devenues agitées sous le poids de la négligence, de l'extorsion et du règne de plus en plus erratique de Néron. Les impôts étaient élevés, les gouverneurs corrompus et le prestige militaire s'étaient érodés. Dans les coins reculés de l'Empire, la patience s'est usée et la rébellion s'est agitée. La première fissure est venue de l'Est. En 66 de notre ère, la province de Judée a éclaté en pleine révolte. Les tensions entre les autorités romaines et la population juive couvaient depuis des années, alimentées par l'oppression religieuse et la lourde taxation. Lorsque les gouverneurs nommés par Néron ont profané les temples sacrés et pillé les trésors, une guerre ouverte a éclaté. La première guerre judéo-romaine a commencé, et elle coûterait cher à Rome. Néron a dépêché l'un de ses généraux les plus compétents, Vespasien, pour écraser la rébellion. Ironiquement, cet acte s'avérerait plus tard fatal au propre règne de Néron. Pendant ce temps, à l'ouest, les nuages orageux se sont accumulés, plus sombres encore. En Gaule et en Espagne, les légions romaines ont commencé à murmurer leur mécontentement. Le style de vie somptueux de Néron, la destruction de Rome et sa cruauté avaient érodé la loyauté des aristocrates et des soldats. Des gouverneurs comme Gaius Julius Vindex en Gaule ont déclaré une rébellion ouverte en 68 de notre ère, accusant Néron d'être une honte pour Rome, un interprète égocentrique indigne de la pourpre. La rébellion de Vindex a échoué militairement, mais a réussi politiquement. Elle a enhardi les autres. Servius Sulpicius Galba, le puissant gouverneur d'Hispanie tarraconaise, a refusé de reconnaître l'autorité de Néron et s'est déclaré légat du Sénat et du peuple de Rome. C'était le premier appel ouvert au changement de régime. De retour à Rome, la panique s'est emparée. Les partisans de Néron ont commencé à fuir ou à se retourner contre lui. Le Sénat, sentant le changement de pouvoir, est devenu plus audacieux. La garde prétorienne, autrefois ses plus féroces protecteurs, était maintenant corrompue par les agents de Galba. Leur loyauté, comme tout le reste à la cour de Néron, était transactionnelle. Néron a essayé de rallier le soutien. Il a pleuré, a supplié, a même envisagé de fuir vers les provinces de l'Est et de revenir en tant qu'artiste populaire. Mais il était trop tard. L'Empire s'était retourné contre son dieu interprète autoproclamé. L'isolement de Néron était complet. Les provinces qui avaient autrefois applaudi son ascension ont maintenant allumé la mèche de sa destruction. L'empereur avait perdu sa scène. Et maintenant, le rideau tombait. En juin 1968 de notre ère, Néron n'était empereur que de nom. Le Sénat s'était retourné. La garde prétorienne, autrefois le mur de fer autour de son trône, avait déclaré son allégeance à Galba. Le peuple de Rome, autrefois diverti par ses jeux et ses théâtres, regardait maintenant en silence alors que la ville retenait son souffle. L'empire que Néron avait autrefois essayé de transformer en une scène l'avait maintenant laissé sans public. Lorsque Néron s'est réveillé le 9 juin, des messagers ont apporté des nouvelles qui ont scellé son destin. Le Sénat l'avait déclaré ennemi public. Il devait être arrêté et exécuté par la méthode romaine traditionnelle,
la pie ou être battu à mort alors qu'il était nu, sa tête serrée dans un bâton fourchu. Le même homme qui s'était autrefois produit devant des foules adoratrices allait maintenant mourir humilié et seul. Paniqué, Néron a fui Rome déguisé. Vêtu de haillons et accompagné de quelques hommes libres loyaux, ils se sont réfugiés dans la villa de son ancien secrétaire, située dans la campagne à l'extérieur de la ville. Là, dans un jardin sombre et envahi par la végétation, le dernier empereur Julio-Claudien s'est caché dans un fossé, écoutant le bruit des cavaliers qui approchaient. Même dans ces dernières heures, l'obsession de Néron pour l'héritage ne s'est pas estompée. Lorsqu'il a entendu des bruits de sabots au loin, il aurait crié « Quel artiste meurt en moi !» Ce n'était pas Rome qu'il pleurait, mais lui-même, son talent, son image, sa fin tragique. Ses compagnons l'ont exhorté à mourir de sa propre main, mais il a hésité. Malgré toute sa brutalité, Néron était un lâche quand il s'agissait de la mort. Finalement, alors que des soldats approchaient, il a pressé un poignard contre sa gorge avec l'aide d'un affranchi nommé Épaphrodite. La lame a percé la chair. Il n'est pas mort immédiatement. Alors que le sang remplissait ses poumons, il a murmuré « Trop tard, c'est la fidélité ». Il avait 30 ans. Les soldats ont trouvé son corps mourant. Étonné, le Sénat maintenant sous Galba a ordonné son enterrement dans une tombe simple. Pas de funérailles d'État, pas d'honneur divin, juste une fin tranquille à un règne chaotique. Avec la mort de Néron, la dynastie julio-claudienne, la lignée d'Auguste, de Tibère et de Claude s'est éteinte. Ce qui a suivi a été une nouvelle tempête, une guerre civile, le chaos et l'ascension et la chute rapide des empereurs. Mais une chose était claire, Rome n'oublierait jamais Néron. Le corps de Néron était à peine froid que les légendes ont commencé à fleurir. Certains Romains se réjouissaient, d'autres pleuraient, et d'autres encore murmuraient qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il s'était échappé à l'Est et qu'il reviendrait un jour. Au cours des prochaines décennies, pas moins de 3 imposteurs ont prétendu être Néron ressuscité, apparaissant en Asie mineure avec des lyres à la main et des chansons sur leurs lèvres. Le mythe de Néron, semblait-il, ne faisait que commencer. Pour